Bonsoir à tous, bonsoir au public de la Cité Libre, merci de nous retrouver aussi nombreux ce soir. Je vais donc vous présenter une introduction à la philosophie sociale qui a été rédigée par un philosophe français contemporain, Frank Fischbach. Il a donc fait paraître aux éditions de la Découverte un ouvrage, un petit livre intitulé Manifeste pour une philosophie sociale. C'est paru en 2009. Et je vais essayer de vous présenter en deux parties les grandes lignes directrices de cet ouvrage. La première chose qu'on va faire ce soir, ça va être une forme d'introduction théorique générale à la nature de la philosophie sociale. Voilà, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, quel genre de philosophie c'est. Donc on va vraiment prendre la question de manière assez générale. Et il y aura une autre soirée de lecture et discussion autour de ce livre qui concernera toute une partie de l'ouvrage que j'ai un petit peu mis dans mes notes de fin, qui concerne plutôt l'histoire de la philosophie sociale, c'est-à-dire quels sont les auteurs, les penseurs des temps passés qu'on pourrait ranger a posteriori dans cette catégorie sociale, c'est-à-dire qui étaient les gens qui faisaient de la philosophie sociale avant que le mot lui-même ait commencé à apparaître, comment s'est-elle construite, contre quels autres courants de pensée, quel est un petit peu le destin de la philosophie sociale depuis, en gros, son apparition à l'époque des Lumières. Alors, je commence par le début. Donc c'est Franz Fischbach qui parle, c'est un professeur de philosophie qui enseigne, me semble-t-il, à l'université de Paris-Nanterre en ce moment, enfin, ces dernières années. Pour la génération de ceux qui, comme moi, sont nés autour de 1969, et qui ont donc débuté des études de philosophie à peu près au milieu des années 80, il n'était plus question que du grand retour de la philosophie politique. Certains de nos maîtres, qui avaient alors entre 35 et 45 ans, orchestraient la résurrection de la philosophie politique classique, de Pufendorf à Kant, et procédaient à la redécouverte de l'état de droit, des droits de l'homme, de la démocratie et de l'humanisme. Tout ça avec des guillemets. Donc parmi ces figures un petit peu marquantes, voilà, des professeurs qui ont émergé à des postes importants dans le champ institutionnel des philosophes français dans les années 80 et qui ont donc marqué la génération de ceux dont Fischbach estime appartenir. Il cite des auteurs comme Luc Ferry, que vous connaissez peut-être, parce que c'est un philosophe qui passe relativement souvent dans les médias, qui est un ancien ministre de l'Éducation sous Jacques Chirac, je crois, et qui a ensuite été proche de Nicolas Sarkozy. Et dans ces auteurs qui auraient voulu revenir à une philosophie politique classique de l'époque moderne, de l'époque d'avant la Révolution française, donc d'un certain côté, puisque c'est la période... Pufendorf, c'est le XVIIe, je crois, Kant, on est à la fin du XVIIIe. Parmi les philosophes qui auraient illustré un petit peu cette tendance intellectuelle, il cite Blandine Kriegel, qui est une professeure de philosophie, qui a été une conseillère politique de Jacques Chirac, etc., etc. Donc, voilà, des personnalités qui auraient un petit peu atteint les postes importants en philosophie dans les académies françaises dans les années 80-90. Et effectivement, quand on pense à l'atmosphère intellectuelle un petit peu de ces années 90, on pense à une période qui serait postérieure au grand tournant de retour vers l'économie de marché orchestré en Angleterre par Thatcher et Reagan. On pense aux années Mitterrand en France avec une conversion finalement du Parti socialiste au réalisme économique, entre guillemets, donc économie de marché. On pense à la lutte du mouvement Solidarnosc en Pologne, qui conteste le modèle soviétique, qui est en train de pourrir sur place et qui va s'effondrer à la fin des années 80. Donc le retour de ces idéaux politiques, donc ce qui a été dénommé sous l'appellation de État de droit plus droit de l'homme plus démocratie plus humanisme, le retour de ces idéaux que la critique, notamment d'inspiration marxienne, avait longtemps mis à mal, en y voyant autant de motifs purement idéologiques, allait de pair avec le retour à une philosophie politique de type normatif.
consistant non plus à analyser la société telle qu'elle est, ou la politique telle qu'elle se fait, mais à réfléchir à la société ou à l'État tel qu'il devrait être, et donc aux principes normatifs universels qui doivent fonder les institutions politiques et sociales. Donc ce qui nous décrit le changement d'atmosphère intellectuelle dans les milieux philosophiques institutionnels français au cours des années 80, c'est finalement le passage d'une philosophie qui aurait été extrêmement critique de la société, qui aurait réfléchi à partir des problèmes de la société, qui aurait une tendance à être une philosophie politique politisée, à une philosophie qui se serait finalement dégagée de cette situation empirique, qui se serait distanciée de l'actualité, et qui consisterait plutôt qu'analyser les problèmes tels qu'ils se posent actuellement, à réfléchir dans une perspective qui serait universelle sur qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le beau, qu'est-ce que le juste, dans une façon de faire beaucoup plus classique, beaucoup plus traditionnelle d'un certain côté. C'est naturellement dans ce contexte aussi, et dans les mêmes années, que la pensée du refondateur de la philosophie politique normative, donc la philosophie politique normative, c'est celle qui vise à dire ce que devrait faire le pouvoir politique, ce qu'il est bien, juste et bon que le pouvoir politique poursuive. Ça s'opposerait à une philosophie politique qu'on pourrait qualifier de descriptive, qui se rapprocherait quand même très fortement de la sociologie politique ou des sciences sociales, et qui viserait à analyser comment les institutions politiques fonctionnent, et qui réfléchirait à des concepts tels que qu'est-ce que le pouvoir, qu'est-ce que l'autorité, voilà. On peut avoir ce type-là de réflexion en philosophie politique, mais dans ce cas-là, on n'est pas dans le domaine du normatif, et donc de l'expression de ce qui doit être, mais on est plutôt dans l'analyse de ce qui est en travaillant sur les concepts qui structurent la pensée politique. Donc le refondateur de la philosophie politique normative, John Rawls, qui est un Américain, a été accueilli en France et a exercé une certaine influence sur les débats avec sa théorie politique, publiée dans les années 60 aux États-Unis, mais qui effectivement est devenue une espèce d'incontournable des cursus de philosophie politique dans les universités. Moi-même qui y étais il y a quelques années, donc quasiment 40 ans ou 30 ans minimum après Francis Bacon, quand on fait de la philosophie politique, peut-être plutôt un niveau, je ne sais plus si c'était en master ou en L3, mais j'aurais plutôt tendance à dire que c'était au niveau de la troisième année de philo. On fait de la philosophie politique, on étudie John Rawls. Quels sont les principes d'un état juste selon John Rawls? Donc ça reste structurant dans les discussions contemporaines en philosophie politique. Une telle réouverture de la dimension normative, donc qu'est-ce que les choses devraient être, était une chose au demeurant utile en elle-même, surtout dans un contexte théorique français qui avait systématiquement banni cette dimension. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un contexte théorique français qui avait systématiquement banni cette dimension? Là, il veut nous dire que, traditionnellement en France, depuis le XIXe siècle, la philosophie politique n'est pas un domaine très développé quand vous allez faire des cursus de philosophie à l'université. C'est un domaine tout à fait minoritaire. Ça l'a toujours été, ça l'est toujours. Hein. C'est-à-dire que la plupart des philosophes ne travaillent pas sur des questions de philosophie politique. On pourrait d'ailleurs difficilement citer un philosophe politique notable dans la tradition française, dans le milieu universitaire français, au cours des 2 derniers siècles, 19e, 20e. On pourrait éventuellement penser à un penseur conservateur comme Julien Freund, mais lui-même n'a pas forcément connu un grand succès académique. Et voilà, il y a peu de philosophes dont l'œuvre se porterait strictement à réfléchir à des problèmes de philosophie politique, c'est-à-dire qu'est-ce que l'État devrait être, qu'est-ce que le politique devrait faire, qu'est-ce qu'il est juste qu'il fasse. C'est vraiment des questions qui ne sont pas considérées comme légitimes à l'université, ou alors c'est vraiment à la marge. C'est vrai aussi, mais de manière beaucoup moins... il y a moins ce tabou sur les questions de philosophie morale, c'est-à-dire qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que l'individu devrait faire au niveau individuel, qu'est-ce qu'agir de façon morale, ça c'est déjà moins tabou. Mais plus on s'approche des questions strictement politiques, plus la philosophie institutionnelle a tendance à passer sous silence cette dimension. Donc là, il considère de façon positive, finalement, de certaine façon. Il y a un côté positif dans l'évolution de la France des années 80. On commence à refaire de façon plus consistante qu'avant de la philosophie politique dans les cursus de philo, mais c'est un certain type de philosophie politique qui est promu. On va voir que ça pose des problèmes. En effet, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette philosophie politique des années 80, qui est souvent une philosophie politique qui médite les auteurs un peu classiques, les auteurs un peu prémodernes, et notamment Kant, de manière très très centrale, donc philosophe allemand. Elle est souvent cantonnée, cette réflexion, nous dit-il, à une sphère juridico-politique.
Qu'est-ce que des règles de droit, d'un État juste pour que ce soit un État de droit? Comment les pouvoirs doivent-ils être séparés? Ça, c'est des questions d'organisation institutionnelle, un petit peu. Hein. Voilà, comment les institutions politiques devraient être organisées. Alors, ce qui trouve dérangeant, finalement, dans la limitation, l'espèce d'auto-limitation que s'est imposée la philosophie politique lorsqu'elle a recommencé à émerger dans les années 80, ce qui trouve problématique, Fischbach, c'est qu'on va restreindre les questions de normativité, donc les questions de ce qui est bien, de ce qui est juste, de ce qu'il faut faire, au seul principe juridico-politique. Comment combiner les droits de l'homme et des droits sociaux, quels sont les textes fondateurs des courants de pensée sur les droits de l'homme, sont-ils les mêmes, ont-ils les mêmes principes? Ça va être ce type de questions que vont travailler les philosophes politiques de cette période. Je ne suis pas loin de penser que la démarche rawlsienne, donc de John Rawls, a été d'autant mieux accueillie en France qu'elle repose sur une critique systématique de l'utilitarisme, donc un courant de pensée moral et politique qui a ses foyers historiques d'influence dans les pays anglo-saxons, avec des auteurs comme Bentham ou comme John Stuart Mill. Rawls a fait une critique systématique de l'utilitarisme, et donc une critique de l'idée selon laquelle la norme de l'action humaine en société est la quête de maximisation du bien-être pour le plus grand nombre. Alors, excite le bien-être, excite les ressentis ou le vécu des individus, on va se contenter de réfléchir à des principes de justice un peu impersonnels, un peu détachés de toute sensibilité ou d'émotivité, un peu détachés de toute corporéanité d'un certain côté. Hein. On va réfléchir à qu'est-ce que le juste, qu'est-ce que le bien, est-ce que le droit, est-ce que telle partie des droits de l'homme est vraiment compatible avec telle autre partie, comment articuler droits de l'homme et démocratie libérale. C'est ça que vont faire plutôt les philosophes politiques reconnus dans les institutions. Excite la question du bien-être, excite toute une tradition de pensée, en fait, que Fischbach, dans ce livre, va essayer de faire émerger, de faire reconnaître comme un champ autonome, qui est la philosophie sociale. Pour les artisans de ce retour à la philosophie politique classique, il s'agissait moins d'enregistrer que de proclamer l'émancipation de la philosophie française à l'égard de ce qui avait exercé une emprise sur elle depuis les années 50 jusqu'aux années 70. Donc là, c'est un phénomène classique dans l'histoire intellectuelle. Hein. Il y a une nouvelle génération qui arrive sur le devant de la scène, puis elle explique que ce qu'avait pensé ou ce qu'avait fait la génération précédente, c'est plus du tout à l'ordre du jour et faire autre chose. Ça, c'est classique. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'elle avait fait spécifiquement la philosophie française entre les années 50 et les années 70, c'est-à-dire plus ou moins entre les périodes des 30 glorieuses, hein, dans un contexte politique et social différent? Eh bien, elle avait été fortement imbriquée ou mise en cause ou associée, selon le point de vue, avec les sciences sociales, qui ont connu un très fort essor après-guerre, l'essor de la sociologie, l'essor de l'anthropologie avec Lévi-Strauss, l'essor de la linguistique, etc., etc. Mais la philosophie des Françaises des années 50 à 70 était aussi très fortement marquée d'un côté par Heidegger, philosophe allemand, et d'un autre côté par Karl Marx, autre philosophe allemand, mais d'une autre période et de toute autre orientation métaphysique et politique. Et donc, ce qu'il nous dit, c'est que dans les années 80, eh bien, il s'agit de rejeter ou d'oublier ou de mettre aux orties les 20 ans de philosophie précédente, en considérant que ce n'était pas ça auquel il fallait réfléchir. Il s'agissait d'annoncer la bonne nouvelle, entre guillemets. On découvrait ainsi, contre Foucault, que tout pouvoir n'est pas forcément l'exercice d'une domination, dès lors qu'il s'agit du bon pouvoir, entre guillemets, c'est-à-dire de celui qui est régulé par la loi. Ou encore, cette fois contre Heidegger, donc un autre maître à penser de la génération précédente, on découvrait que la subjectivité moderne ne s'accomplit pas inévitablement dans l'arraisonnement technique du monde, dès lors qu'il s'agit de la bonne subjectivité, à savoir de la subjectivité transcendantale. Alors là, ça vous paraît peut-être très abscon, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que là où Heidegger a fait une critique du kantisme, dans les années 80, il y a un très fort retour à Kant, propagé notamment par Luc Ferry, par Alain Renaud, par un certain nombre de ces philosophes, dont on verra d'ailleurs que sur le plan politique, ils sont marqués au centre droit ou à droite. Et surtout qu'ils ont une démarche qui vise à poser les questions d'une manière beaucoup plus classique que ceux qui s'étaient faits avant. On annonçait en même temps, contre Marx, que la politique possède bel et bien une autonomie, qu'elle ne se dissout pas dans l'économie et dans les rapports sociaux.
ou encore cette fois contre la sociologie et l'anthropologie, que le sujet se distingue de l'individu en ce qu'il se définit par son autonomie, et qu'il ne se dissout donc pas davantage dans la chaîne des causes qui le déterminent. Donc on revient, si vous voulez, à des postulats assez classiques, qu'on trouverait d'ailleurs dans la pensée chrétienne voilà, de la longue tradition moderne et médiévale avant ça. Hein. L'homme est un être libre, il est fondamentalement libre, on ne peut pas le réduire à des déterminismes sociaux, linguistiques, culturels, anthropologiques ou que sais-je. Il y a une espèce de liberté radicale, et ça on retrouve ça chez Kant, qui est un philosophe chrétien. Donc, excite un petit peu le social et ses déterminismes, on va réaffirmer la liberté, la dignité de la personne humaine, vous voyez, qui est tellement plus qu'un déterminisme. Donc excite le social, en fait, dans la conception qu'on se fait de l'homme et qui influence les débats en philosophie politique. Il s'agissait non seulement de contester l'influence des sciences sociales sur la philosophie, mais aussi et plus encore de contrer l'emprise réelle ou fantasmée que pouvait encore exercer le marxisme. Et Dieu sait si le marxisme dans les années 80, il avait pris un gros coup dans les gencives, hein. Enfin c'est déjà vrai dans les années 70, mais alors dans les années 80, ça devient quand même très très dur de retrouver des marxistes à l'université. Et cela alors même qu'un certain nombre de marxistes, et pas des moindres, par exemple Althusser, venaient justement d'expliquer que le marxisme était en crise. Donc plutôt qu'essayer de défendre le marxisme et de trouver une issue à sa crise, on va dire que tout ça c'est du passé. Revenons donc à Kant, hein, qui avait mieux compris les problèmes essentiels de l'homme et de la politique. Où en sommes-nous aujourd'hui ? À quoi ces petits événements de la sphère philosophique ont-ils servi d'accompagnement théorique et de préparation idéologique ? Avec les quelques 20 années de recul dont nous disposons maintenant, relativement à l'œuvre, entre guillemets, des artisans du retour à la philosophie politique classique, voici quelque chose dont on peut avoir une idée plus précise. Notons qu'il convient ici de mettre le terme d'œuvre entre guillemets, car c'est bien l'absence d'œuvre qui est une caractéristique majeure de ces petits maîtres qui sont arrivés à maturité à la fin des années 70, et qui ont régné ou tenté de régner sur les années 80 et 90. Entre parenthèses, vous avez bien entendu tout à l'heure ce que je vous ai dit sur les conflits de génération, vous voyez que Fischbach applique lui-même le même principe, c'est-à-dire que lui il arrive après la génération des années 80, 20 ans plus tard, il nous dit finalement ce qui s'est fait entre les années 80 et 90, c'est pas terrible du tout, il faut passer à autre chose. Donc lui aussi pratique ce geste un petit peu parricide qu'on retrouve à finalement chaque génération intellectuelle, et il nous dit finalement il faudrait peut-être plus revenir à la philosophie des années 50-70, c'est quand même mieux que celle des années 80-90. C'est pas tous les intellectuels, tous les philosophes ou tous les penseurs ne font pas ça, hein, mais c'est assez fréquent qu'il y ait des membres d'une génération intellectuelle qui expliquent que la génération d'avant c'était pas ça, il faut revenir à celle d'avant pour aller après si vous voulez. Bref. Donc il critique l'absence d'œuvre des individus comme Luc Ferry ou Alain Renaud, etc., des gens qui finalement, à part commenter Kant perpétuellement, n'auraient pas vraiment produit une œuvre théorique personnelle qui amènerait quelque chose de nouveau dans la pensée, qui seraient des restaurateurs et non pas des innovateurs. Il leur reproche même en particulier de s'être engouffré dans l'abaissement théorique sans précédent provoqué par les soi-disant nouveaux philosophes. Alors ceux-là, c'est l'équipe de Bernard-Henri Lévy, qui pour le coup sont encore un cran dessus dans la hiérarchie des gens intelligents, qui nous ont expliqué que en fait, les droits de l'homme c'est bien et puis le goulag c'est mal. Et puis la pensée doit se muer dans ce cercle, hein, qui comporte quand même deux grandes catégories philosophiques, hein, le bien et le mal. Peut-être pas forcément les États-Unis, mais disons les démocraties occidentales versus le goulag. Donc ça, c'était BHL, André Glucksmann et le père de l'autre d'ailleurs, et compagnie. Ils font un petit peu partie, sous un mode un peu plus médiocre, quand même, théoriquement, de la même tendance que cette philosophie politique restaurée qui en revient à Kant, hein, donc encore une fois, historiquement avant la Révolution française, hein, avant tout ce qui s'est construit intellectuellement comme critique justement des limites de la pensée moderne, et qui termine sa route, donc quand il écrit ça c'est en 2009, dans le cynisme d'une adhésion au sarkozysme. Puisqu'effectivement, Luc Ferry a été proche de Nicolas Sarkozy, ancien ministre de Chirac. Donc là, il critique la génération de ceux qui l'ont formé, Fischbach, tous ceux qui prétendirent enterrer la génération des Foucault, des Deleuze, des Derrida, des Lyotard, des Althusser,
des Bourdieu et des Granel. Et il nous dit que ceux-là laisseront une triste image de parade médiatique et de course effrénée aux honneurs publics, mais pas d'œuvre. Bon, donc je pense que vous avez bien compris l'idée. Il y avait une bonne période de la philosophie politique, c'est quand elle était critique dans les Trente Glorieuses, et puis une mauvaise période, c'est quand elle est devenue très éthérée et pas originale dans les années 80-90. Le résultat de 20 ans d'apologie de l'état de droit, qui est quand même une expression qu'on revoit beaucoup sortir dans les médias publics, et regarder aussi qui l'utilise politiquement le plus par rapport à qui l'utilise le moins, hein, c'est très intéressant. Au bout de 20 ans d'apologie de l'état de droit, on a terrassé le monstre qui avait accouché du XXe siècle, l'état totalitaire, et on a réussi le résultat inverse, la production d'un état minoritaire. Un État en format de poche, un État qui régresse, qui n'a plus guère d'autre fonction que de sauver les banques. Rappelons qu'on était au moment de la crise de 2008 et des politiques publiques de M. Sarkozy, justement pour soutenir le secteur bancaire avec de la dépense publique massive et infinie, quoi. Donc un État minimal, sauf quand il s'agit de sauver le capitalisme en crise. Donc ce qui s'est produit... Alors, pardon, donc ça c'est tout ce qui s'est produit sur le plan de la philosophie, de son évolution, dans les années 80-90, et encore un petit peu jusqu'à nos jours. Qu'est-ce que va vouloir essayer de construire, de défendre Franz Schließbach contre cette philosophie politique classique néo-kantienne, en gros. Eh bien, il va proposer de réinvestir une démarche théorique qui prétend moins dire ce qui doit être, de normer, ou ce qui est de droit, donc ce qui est du point de vue du juste, du point de vue de la raison. Donc, il s'agit de développer une démarche théorique qui prétend moins dire ce qui doit être, qu'elle n'entend d'abord faire le diagnostic de ce qui ne va pas dans la société telle qu'elle est. Et effectivement, c'est pas du tout la même démarche, parce qu'effectivement, dans les deux cas, il va y avoir une dimension normative. Mais dire là ce qui se passe, ça ne va pas, c'est pas la même chose que de dire là dans l'idéal, il faudrait que. Dans un cas, on regarde un petit peu une sorte d'horizon utopique ou idéal. Dans un autre cas, on part du concret et de l'observable. De l'urgent, du révoltant, de ce qui est socialement donné, en fait. Et on essaie de le dépasser ou de le critiquer. Donc il faudrait réhabiliter une démarche du deuxième type, qui part de ce qui ne va pas dans la société telle qu'elle est, et de ce qui, dans l'ordre social existant, non seulement fait obstacle à l'épanouissement de la plupart des individus, mais leur impose des formes de vie profondément dégradées et mutilées. Donc là aussi, on voit le lien qui est fait par rapport à la critique que donnait Fischbach un peu plus tôt de la pensée de John Rawls. La pensée de John Rawls vise à développer des principes de justice généraux, mais finalement, il n'y a pas de lien particulier entre l'idée qu'on vit dans un état juste et l'idée que les individus qui vivent dans cet état sont heureux de leur vie. Parce que le néo-kantisme est un kantisme, et Kant nous explique qu'il n'y a aucun rapport entre la moralité et le bonheur. C'est pas parce que vous êtes moraux que vous êtes heureux, et le but de la morale n'est pas de vous rendre heureux, mais de vous rendre vertueux. Et pour Kant, il n'y a aucun lien entre ces deux termes. C'est ce qu'on pourrait qualifier une forme de moralisme. Il faut faire le bien ou agir vertueusement pour la vertu elle-même. Je ne vais pas rentrer dans un exposé détaillé de la philosophie morale de Kant, mais le bonheur n'est pas une catégorie éthique chez Kant. De toute façon, le bonheur n'existe pas chez Kant. C'est un idéal du sujet, mais selon Kant, on n'est jamais heureux. Donc, comme ça, c'est réglé, passons à autre chose. C'est pas le point de vue de Fischbach, c'est pas le point de vue de toute une tradition de philosophie morale qui remonte à Aristote et qu'on pourrait qualifier de façon générale de philosophie eudémoniste, qui pense que non seulement le bonheur est possible, mais que c'est la raison d'être de la morale. Pourquoi devrions-nous suivre telle ou telle règle de conduite? Parce que notre vie, la qualité de notre vie, le caractère heureux et bon de notre vie en dépend. Donc pour le démonisme, au contraire, il y a une articulation fondamentale entre la morale et le bonheur. C'est évidemment mon point de vue, c'est évidemment aussi le point de vue implicite de Fischbach, mais c'est pas de philosophie strictement morale dont on va parler aujourd'hui. On va bien parler de philosophie sociale. La philosophie sociale serait donc d'abord un diagnostic de ce qui fait dans l'état actuel de la société que les individus ne sont pas heureux, sont empêchés de l'être, sont empêchés de s'épanouir et vivent des formes de vie dégradées et mutilées. Donc on regarde plus l'État, on regarde plus les institutions, on fait plus du droit juridique un petit peu terne, on s'intéresse à la vie des gens.
leur manière de vivre, à ce qui leur arrive de concret. Fischbach nous dit « Le constat qui s'impose aujourd'hui est que les institutions de l'état de droit et la garantie juridique des droits individuels sont parfaitement compatibles avec des atteintes majeures portées aux conditions élémentaires d'une vie humaine digne. » Donc l'État, il peut être un État de droit, c'est-à-dire un État qui respecte des règles et des procédures et où les pouvoirs sont séparés pour aller très vite. Et il peut vous reconnaître des droits individuels, comme le ferait par exemple la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où vous êtes libre au sens où l'État garantit que vous ne serez pas agressé ni volé. Mais ça ne dit rien de l'état concret dans lequel vous menez votre vie, en fait. Ça, c'est des principes sur ce que doit faire l'État, et c'est des principes qui formulent son rôle de façon négative. En fait, c'est ce qu'il critique dans l'approche qui a été restaurée au cours des années 80, Fischbach. C'est un retour au kantisme, mais c'est un retour aussi, plus ou moins ouvertement assumé ou pas, à un libéralisme politique. L'État s'occupe d'empêcher les individus de s'entretuer et de se voler. Il leur garantit une liberté négative, une liberté de ne pas être empêché de mener sa vie tranquillement. Mais c'est tout. La façon concrète dont les individus vivent, est-ce qu'ils sont heureux, est-ce qu'ils ne sont pas heureux, est-ce qu'il y a des choses qui les en empêchent ou pas dans le fonctionnement de la société, n'est pas le rôle de l'État. Donc, désengagement de l'État. Si l'on a souvent l'impression de retrouver aujourd'hui, donc 2009, Sarkozy, des conditions sociales qui ne peuvent qu'évoquer le 19e siècle, donc dégradation de la qualité de vie des Français, et ceci dit par parenthèse, mais j'avais épinglé dans un salon du serveur un rapport sur la dégradation des conditions de travail des Français qui vient de sortir. La situation n'est pourtant pas la même, car au XIXe siècle, on pouvait encore croire que des luttes politiques en matière de droit et de démocratie suffiraient à résoudre la question sociale. C'est désormais un espoir qu'il n'est plus possible de nourrir. Et d'ailleurs, c'est un espoir qu'on n'avait pas vraiment, en fait, les socialistes ou les forces politiques de gauche dès le milieu du XIXe siècle. Ils avaient bien compris que quand bien il y aurait le suffrage universel, ça ne suffit pas à changer les problèmes sociaux. D'où le fait aussi que la parenthèse du retour à la philosophie politique nous paraît bel et bien close, en tout cas sous la forme qu'elle a prise, je pense que cette nuance est importante, j'y reviendrai, particulièrement en France, sous la forme d'une philosophie politique dépolitisée, dépolitisante, c'est-à-dire, comme dirait Bourdieu, une philosophie science politisée, au sens où c'est la philosophie qu'on enseigne à Sciences Po, et là encore c'est une attaque contre Alain Renaud et Luc Ferry. Enfin, je ne sais pas si les deux ont enseigné à Sciences Po, mais je crois que Alain Renaud, lui, était effectivement enseignant à Sciences Po Paris. Donc on forme les futures élites de la nation en leur expliquant que dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait tel et tel principe de justice, et puis ça les apprend surtout pas à regarder ce qui se passe dans la société. Donc voilà, il associe très fortement cette évolution de la pensée philosophie politique française à Sciences Po Paris, une manière de penser les problèmes politiques comme étant axiologiquement neutres, donc il n'y a pas de question de valeur à se poser ou de bien à se poser, une réduction des problèmes politiques et sociaux à de purs problèmes techniques. Bon, c'est effectivement très fortement la mentalité Sciences Po qu'on retrouvera après chez les cadres de l'administration d'État. Le livre qu'il est donc en train d'écrire, Manifeste pour une philosophie sociale, veut favoriser une repolitisation du social qui passe philosophiquement par l'affirmation de l'immanence de la politique dans le social, comme espace privé et fondamentalement conflictuel. Et alors là, on a une proposition théorique extrêmement forte qui, moi, me semble très très fortement sous-jacente dans la pensée de gauche en général, et peut-être dire qu'elle se déduit de la pensée métaphysique matérialiste, ce serait peut-être un peu beaucoup dire, mais je vous renvoie à ce que j'avais présenté dans une vidéo précédente sur le matérialisme, où j'avais montré que la vision du monde matérialiste était intrinsèquement conflictuelle, que c'était une philosophie de la multiplicité, du divers, des forces qui se différencient, qui s'entrechoquent, etc., qui avait un élément vraiment de pluralité ontologique dans cette pensée-là. Si on applique ça au domaine social, et là je vous renvoie à une autre vidéo que j'ai déjà faite sur la philosophie de la culture, où j'avais expliqué que le social, le monde social, la vie en société des êtres humains est par essence productive de différence. On vit ici, on ne vit pas comme à côté, on vit
on vit dans telle partie d'un pays qui n'a pas la même géographie que l'autre, on occupe telle position dans l'espace social qui se différencie de telle position occupée par d'autres individus, tout ça parce qu'in fine, on n'a pas la même place dans les rapports sociaux de production, puisqu'on ne travaille pas de la même façon à la même chose, de par la division sociale du travail, etc., etc. Bref, il y a toutes sortes de forces sociales qui produisent de la différence au sein de la société, de manière intrinsèque et inévitable. Ça produit aussi, comme j'avais expliqué, des différences culturelles spontanément. Ces différences ne sont pas forcément des antagonismes ou des sources de conflits, ce serait trop simple et ridicule de le réduire à ça, cependant que il y a forcément dans cette production continuelle de différences des éléments qui rentrent en contradiction et qui suscitent des conflits. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec l'idée que le puits sera à tel endroit du village, puis il y a des gens qui trouvent que c'est trop loin parce qu'ils doivent chercher de l'eau, et puis il y a des gens qui trouvent que les gens font la causette près du puits, ça fait du bruit. Il y a des gens qui trouvent que faire la causette près du puits, le bruit c'est pénible, et puis il y a des gens qui trouvent que les gens qui font la causette près du puits, c'est quelque chose de positif, parce que ça met de l'animation dans le quartier. Et ainsi de suite, selon le psychisme des individus, selon tous les facteurs qui génèrent de la différence dans la société. Donc, une idée qui me semble à la fois, je ne dis pas déduite, mais en affinité fondamentale avec la philosophie matérialiste, c'est cette idée de la conflictualité spontanée du monde social. C'est une idée qui me semble aussi très fortement présupposée, ou en tout cas qui a de fortes affinités avec la pensée de gauche. Et ça la distingue clairement, me semble-t-il, d'une pensée de droite. Ça demanderait beaucoup de comparatifs de textes et de démarches, de démonstrations pour essayer de prouver qu'il y a bien une conception différente de la vie sociale dans une pensée, on va dire, de droite ou autoritaire par rapport à une pensée de gauche. Mais en gros, pour faire très simple, j'ai le sentiment que dans une pensée de gauche, le conflit c'est normal et c'est endogène à la société, tandis qu'une pensée de droite aura tendance à trouver que le conflit c'est un désordre, et donc c'est quelque chose qui sort de la norme, qui sort du normal, qui est plutôt de l'exceptionnel que la règle, et ainsi de suite, donc qui aura une vision tout à fait différente de la place et de la valeur de la conflictualité dans le monde social. Et si on admet le présupposé donc qu'il y a une conflictualité intrinsèque du monde social, ça donne aux politiques un sens par rapport à cette conflictualité. J'en avais déjà aussi parlé dans la vidéo précédente sur la philosophie de la culture. Le politique, il vient en quelque sorte après, avec des guillemets, parce que c'est pas forcément chronologique, mais c'est plutôt une fonction logique qu'une chronologie. Le politique, il va devoir arbitrer, trancher, pacifier, résoudre ces antagonismes qui vont émerger de la vie sociale elle-même. C'est-à-dire que le conflit ou le désaccord ou le fait qu'on ne s'entend pas n'est pas une sorte de malédiction qui viendrait d'un truc qui serait extérieur à la société, qui serait l'effet notamment dans les visions de droite à tendance xénophobe ou conspirationniste. Le conflit n'est pas quelque chose qui serait propagé par des agents de l'étranger, par des idéologies venues d'ailleurs, etc. Non, le conflit il est intrinsèque au monde social, ça vient de l'intérieur. C'est bien ce que n'ont pas envie d'entendre les gens qui ne croient pas à la lutte des classes. Par exemple. Bref, donc deux conceptions philosophiques fondamentales possibles sur le statut du monde social, mais ça c'est plutôt un problème d'ontologie sociale, et nous on ne va pas parler tout à fait de ça, on va plutôt parler de philosophie sociale, même s'il y a des liens entre ces deux domaines. Donc le genre de question qui définit la démarche du philosophe social et qui le différencie d'autres strates ou d'autres niveaux de questionnement philosophique, ça va être des questions sur qu'est-ce qui fait là maintenant dans le monde social tel que je peux l'observer que les individus vivent une vie qu'ils ressentent comme mauvaise, ou même à la limite qui leur est néfaste, quand bien même ils n'auraient pas la force ou la motivation de se plaindre ou de contester ce qui restreint leur puissance d'agir, pour parler comme Spinoza, ce qui les empêche de s'épanouir, pour parler plutôt comme Aristote, ce qui les empêche d'étendre la division sociale du travail et la coopération avec autrui, dans une perspective peut-être plus durkheimienne. Vous voyez que je fais varier un peu mes références en matière de philosophes dont on pourrait penser qu'ils ont, sans l'avoir théorisé consciemment, des éléments de pensée qui se prêteraient à être utilisés dans une perspective de philosophie sociale. Posons donc, nous, ce type-là de questions qui fait qu'il y a un champ de questions qui est celui de la philosophie sociale par rapport au genre de questions que poserait la philosophie politique ou la philosophie morale. Là où la philosophie morale poserait des questions du genre « qu'est-ce que le bien, comment bien agir ?», là où la philosophie politique poserait des questions comme « qu'est-ce qu'un bon régime politique ? Qu'est-ce que l'État doit faire ? Qu'est-ce que le pouvoir politique doit faire ?» Le philosophe moral, avec le philosophe allemand du XXe siècle marxiste Adorno, le philosophe social, lui, poserait plutôt des questions telles que
Qu'est-ce qu'une vie humaine dégradée ou mutilée? Ou bien, pour le dire de manière un peu plus philosophique, qu'est-ce qu'une vie aliénée? Vous voyez qu'on a changé de concept. On est passé de dégradation ou abaissement à l'aliénation, qui est un autre concept philosophique. Mais ça sert à poser le même genre de questions. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une vie qui n'est pas une bonne vie bien vécue? Qu'est-ce qui rend une telle vie mal vécue? Il y a quasiment un souci presque médical ou presque thérapeutique, hein, en tout cas dans la question, pas forcément dans la réponse d'ailleurs, du philosophe social. Cette question n'est évidemment pas sans lien avec une autre, beaucoup plus fréquemment posée aujourd'hui, au point qu'elle est même devenue le titre d'un livre de Luc Ferry. Qu'est-ce qu'une vie réussie? Et c'est pas la même question. Alors certes, on pourrait se dire que qu'est-ce qu'une vie réussie serait une question prioritaire ou première par rapport à qu'est-ce qu'une vie mutilée, aliénée, brisée, ratée, endommagée, une vie qui va mal. Et en fait, le problème pour Fischbach, c'est que quand on se pose la question, donc là il y a vraiment un débat sur quelles sont les questions qu'il faudrait se poser, qui sont les plus légitimes, et comment bien poser les problèmes. Si on se demande qu'est-ce qu'une vie réussie, on peut la décrire de façon abstraite et générale, mais si on se pose la question plus concrètement, plus spécifiquement, plus empiriquement, est-ce que la vie de telle personne là en face de moi est une vie ratée, endommagée, aliénée, une vie qui souffre de quelque chose, qui la traverse ou qui l'affecte? Eh bien, c'est pas du tout la même question, ça ouvre pas au même champ de problème en fait. Parce qu'on pourrait imaginer dans l'idéal qu'est-ce que c'est qu'une vie parfaite ou réussie, sans que ça concerne ma propre vie, alors que si on me dit que ma propre vie bien analysée, elle est ratée, elle est endommagée, elle est aliénée, ça fait sens pour des problèmes que j'ai déjà. C'est beaucoup plus concret, quoi. Et qu'est-ce qui justifie d'adopter plutôt cette démarche, me dit Fischbach? Il suffirait de partir du constat selon lequel la vie est généralement, alors généralement je ne sais pas si c'est à ce point, mais bon, la vie est généralement pensée et vécue par la plupart des individus eux-mêmes comme inaccomplie, incomplète et insatisfaisante. Et qu'une vie vécue, représentée et revendiquée comme réussie, est donc plutôt l'exception que la règle. C'est peut-être un point de vue un petit peu trop pessimiste à mon goût, mais là, ce qu'il nous dit, c'est que si on demande leur avis aux gens dans la rue, est-ce que vous vivez une vie réussie? Il y a plus de gens qui vont vous dire qu'ils vivent une vie qui rencontre des problèmes ou qui n'est pas tout à fait aussi satisfaisante qu'ils le souhaiteraient, que de gens qui vont dire « Ah oui, oui, c'est une vie parfaite. Vraiment, ma vie, c'est le modèle d'une vie réussie. On ne pourrait pas faire plus parfait. » Ouais, bon, ça semble assez... Enfin, je trouve ça un brin pessimiste, mais c'est possible. Puis de toute façon, après, il prend des nuances et tout en disant que c'est plutôt sous tel ou tel angle ou sous tel ou tel aspect que les individus sont insatisfaits de leur vie. Par exemple, ça peut être leur vie professionnelle qui leur paraît insatisfaisante, pénible, aliénante, source de préoccupation, bon. Que l'ensemble de leur vie pris comme un tout, quoi. La plupart des individus auraient sans doute sur la question un jugement nuancé, disant par exemple que dans tel secteur de leur vie, leur existence est une réussite, alors que dans un autre secteur, comme la vie familiale, elle est un échec. La question resterait évidemment de savoir quel sens il y a à compartimenter ainsi la vie. On pourrait objecter que quand ça va mal dans une partie de votre vie, comme vous n'êtes pas plusieurs personnes différentes, c'est quand même votre vie qui a quelque chose de problématique. Quoi qu'il en soit, donc il laisse ce problème en suspens. La question de savoir pour quelle raison un aspect au moins de la vie peut être considéré comme un échec, et comment il est possible d'y remédier, est une question qui prime sur l'interrogation sur la nature d'une vie réussie. Donc là, il critique finalement la démarche dominante, la démarche de Ferry par exemple, en montrant qu'il se pose une question qui n'est pas illégitime, c'est pas que c'est des questions qui ne sont pas philosophiquement intéressantes, mais c'est une question qui est moins urgente en fait, nous dit Fischbach. Il y a évidemment un élément de jugement de valeur dans cette affirmation. Mais on va essayer de suivre son propos et voir à quel point on peut être d'accord. Alors qu'est-ce qu'il justifie à dire que ce n'est pas une question aussi prioritaire, aussi urgente? Eh bien, il pose cette question-là. Quel sens cela a-t-il de forger un modèle de la vie réussie si la plupart des hommes sont convaincus qu'une telle vie n'est pas, voire ne peut pas être la leur, qu'il existe des obstacles réels, d'ordre historique, psychologique ou social, qui font qu'une vie réussie est dans une large mesure une vie rêvée ou espérée, sans grand rapport avec la vie réelle. Et oui,
C'est-à-dire que à quoi ça sert de nous dire qu'une vie réussie c'est ça, si ça m'est inaccessible? En fait, je m'en fous. Et là, le problème n'est pas là. Il pourrait même y avoir une sorte d'incrédulité de la personne qui ressent sa vie comme un désastre ou une aliénation, à lui dire qu'il y a des gens qui vivent bien. Il pourrait se dire, moi je vis tellement mal que autrui ne peut pas vivre bien, ou que c'est inaccessible. Donc, Fischbach propose de renverser la priorité des problèmes. Il s'agit non pas de se dire qu'est-ce qu'une vie bonne et ensuite comment la chercher, il s'agit de se demander qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui nous rend insatisfait de notre vie présente, et travailler à partir de là pour construire de manière en quelque sorte... pour construire le modèle de la vie réussie à partir de l'élimination de ce qui nous empêche de vivre une vie satisfaisante dès le moment présent. C'est presque une approche inductive, quoi. On part de l'empirique pour aller vers... enfin, en tout cas, on part des problèmes rencontrés pour progressivement produire un modèle de ce que serait une vie réussie. Dans cette façon de disposer les différentes parties et les différents problèmes les uns par rapport aux autres, il se revendique de Spinoza, puisque dans l'éthique de Spinoza, la troisième et la quatrième partie de l'éthique nous expliquent quelles sont les conditions extérieures et les éléments de la nature humaine elle-même qui sont un obstacle à l'accomplissement existentiel de l'individu. Voilà, qu'est-ce qui fait que nous, en tant qu'êtres de passion et en tant qu'êtres pris dans des rapports voilà, qui nous traversent, qui nous dépassent, s'opposent au fait qu'on mène la vie la plus excellente, selon Spinoza. Et c'est seulement dans la cinquième partie de l'éthique, une fois qu'on a expliqué tous les problèmes et tous les obstacles, qu'il en vient à décrire pleinement ce à quoi on peut accéder une fois les obstacles franchis. Donc certains pourraient dire que voilà, tout ça est un petit peu abstrait et tout ça est un petit peu spécialisé, hein, c'est vraiment des querelles entre philosophes. Et c'est pas si déconnecté que ça de nos propres préoccupations, parce que plutôt que de nous dire ce à quoi ressemble une vie idéale sans qu'on ait d'idée de savoir si on peut l'atteindre ou pas et par quels moyens, on serait tous quand même plus intéressés par savoir comment éliminer de nos vies ce qui nous pèse, ce qui nous limite, ce qui nous empêche de vivre une meilleure vie, débarrasser de ces aspects insatisfaisants, d'aspects limitants, incapacitants. La question « qu'est-ce qu'une vie réussie ?» relève d'une interrogation d'ordre essentiellement moral. C'est la question morale traditionnelle, de savoir quel type de vie ou quel genre de vie convient le mieux en vue de réaliser une fin visée, généralement le bonheur. Cette interrogation est parfaitement légitime et elle est aussi ancienne que la philosophie elle-même, donc il ne remet absolument pas en cause Fischbach la pertinence de se poser des questions de philosophie morale ou des questions de philosophie politique conçues de manière classique. Simplement, ce qu'il nous dit, c'est que ce n'est pas les seules questions qu'on peut se poser. Donc il s'agit vraiment de faire reconnaître la légitimité d'une certaine genre de philosophie. Voilà, il y a de la philosophie sociale. Il faut faire émerger la spécificité de la philosophie sociale par rapport à d'autres types de problématiques. Cette philosophie morale donc traditionnelle est d'abord centrée sur l'individu. Elle a une tendance psychologisante, une tendance subjectivante. Elle te dit comment toi tu dois te comporter, qu'est-ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire compte tenu des choix qui se présentent à toi. Donc elle est vraiment centrée sur l'individu, elle regarde le monde en quelque sorte en première personne. Donc elle invite l'individu à choisir un genre de vie qui l'engage, mais qui n'engage que lui, qui engage sa façon à lui de vivre. Tu devrais vivre en refusant catégoriquement de manger de la viande. Voilà, ça c'est un impératif moral, par exemple. Est-ce que je dois manger de la viande ou pas? C'est une question morale. Qu'est-ce qui dans la société empêche les gens d'être épanouis? C'est pas vraiment une question morale, c'est une question qui est un peu à côté. Qui a une dimension éthique, hein, elle n'est pas complètement dénuée d'une sorte de texture éthique, hein, mais c'est pas la même question. Pour qu'elle soit éthique, il faudrait que la question, ça soit quelque chose comme comment ne pas agir dans la société pour ne pas causer le malheur d'autrui, par exemple. Ça, c'est une question éthique. C'est pas la question du philosophe social. Donc là, c'est très subtil, hein, parce que, encore une fois, j'insiste peut-être un petit peu beaucoup dessus, mais, et je pense qu'on va exposer le temps prévu, mais Fischbach, il essaie de faire émerger un champ de questionnement qui n'est pas vraiment pris en compte dans les découpages habituels de la tradition philosophique, entre l'espace du questionnement moral sur comment moi je dois me comporter, et entre l'autre frontière qui serait l'espace du questionnement de philosophie politique sur comment l'État doit agir, comment l'État doit se comporter, il y a un espace intermédiaire qui est qu'est-ce qui ne va pas
dans la société. Et donc, vous voyez qu'on a changé d'échelle, on a changé de centre de réflexion. On ne réfléchit plus sur l'individu, du point de vue de l'individu, on ne réfléchit plus sur l'État ou l'entité politique, qui serait une partie de la société, mais une partie en quelque sorte surplombante, qui aurait un rôle spécifique, qui est une partie bien délimitée. On prend l'ensemble du monde social, donc qui englobe à la fois l'État et les individus, et d'autres structures d'ailleurs, d'autres éléments, comme des institutions, etc. Et on se demande qu'est-ce qui ne va pas dans le fonctionnement de cette société. C'est même pas la question de quelle serait la meilleure société possible, parce que j'avais tendance à formuler au départ la question de cette façon-là. Je me disais, oui, de même qu'on peut réfléchir à qu'est-ce que la meilleure vie possible, ou à qu'est-ce que le meilleur état possible, on doit pouvoir réfléchir à qu'est-ce que la meilleure société possible. Mais c'est même pas cette façon-là de poser la question, qui est encore un peu trop, j'ose pas dire idéaliste, mais en tout cas qui regarde les choses du point de vue de leur perfection, tandis que le philosophe social regarde les choses du point de vue de leur dysfonctionnement observable actuellement. C'est là où il y a un très très fort lien entre philosophie sociale et sciences sociales. Donc il y a un champ de questionnement qui est qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est dysfonctionnel, qu'est-ce qui est inadéquat, aliénant dans le fonctionnement de la société actuellement. Donc la morale, elle n'est pas discréditée ou rejetée, mais elle est limitée dans ses prétentions parce que ça recoupe des questions qui concernent surtout le niveau individuel. Il s'agit de l'individu de se demander comment devrait-il vivre, qu'est-ce qu'il devrait faire, etc. Tandis que la question « qu'est-ce qu'une vie mutilée ou aliénée » n'appartient ni à la philosophie morale, ni à l'éthique, ni à la philosophie politique, mais à un genre spécifique de questionnement qu'est la philosophie sociale. S'il y a cette différence entre la philosophie sociale et la philosophie morale, c'est parce que l'expérience de l'aliénation ou de l'inaccomplissement de soi renvoie l'individu aux conditions historiques, sociales et collectives de son existence. Donc la philosophie sociale, vous allez me dire c'est une tautologie, mais en force des portes ouvertes, sait-on jamais. La philosophie sociale, elle considère l'individu comme un être social, comme un être socialisé, comme un être qui dépend de conditions qu'il n'a pas choisies, qui le contraignent, qui le déterminent, qui le poussent à être ceci ou cela, qui délimite son champ des possibles, et avec laquelle il doit s'adapter d'une certaine façon, ou composer, ou interagir. C'est un discours qui est plus concret. Alors c'est très étrange de le dire comme ça, parce qu'il est à la fois, il est plus concret. Il est plus concret au sens hegelien, si vous voulez, le discours du philosophe social, c'est-à-dire qu'il inclut un plus grand nombre de déterminations ou d'aspects de la réalité, parce que le discours du philosophe moral à la Luc Ferry, c'est un discours qui est très abstrait au sens où il parle à l'individu comme si l'individu n'était contraint par rien en particulier. Il dit voilà ce que tu dois faire, comme si toutes les marges de choix et toutes les possibilités étaient devant lui. Vous voyez, c'est là où c'est abstrait au sens où on considère un individu qui est le sujet classique, le sujet de Kant, le sujet au sens d'un individu qui n'est qu'une conscience pure, qui n'est qu'un esprit. Donc c'est là où il y a un côté quand même idéaliste. Ou spiritualiste, si vous préférez. Si le discours sur la vie réussie peut s'adresser à l'individu qu'on appelle à faire le choix existentiel de tel ou tel genre de vie, le discours sur la vie aliénée, inaccomplie ou mutilée est contraint de poser qu'une vie individuelle est inscrite dans un contexte social de vie déterminé. Si les conditions externes d'une vie réussie peuvent certes être mentionnées, elles le sont toujours de façon secondaire et à titre de conditions accessoires qui peuvent aider ou conforter l'individu dans son choix existentiel de vie. Donc dans le discours du philosophe moral, on dit à l'individu ce qu'il doit faire, mais l'idée que ce qu'il doit faire dépend de ce qu'il a sous la main ou de ce qui lui est accessible, ou qu'il ne peut pas forcément agir de manière morale dans toute situation possible parce qu'il pourrait lui manquer certaines conditions de son agir, etc. Ça, c'est des éléments qui tendent à être minimisés ou non pris en compte. Quand on ne les nie pas purement et simplement. Par exemple, les stoïciens vous diraient qu'on peut être parfaitement vertueux et mener une vie bonne au sens d'un stoïcien, sans détenir aucune richesse, donc dans la pauvreté quasiment la plus complète. La richesse n'est pas une condition de la vie bonne pour un stoïcien. Mon but ici, c'est pas tellement de contester ce point de vue, c'est de faire remarquer que si on posait une question de philosophie sociale, on se demanderait plutôt les gens qui ressentent leur vie comme un échec, n'ont-ils pas un problème qui serait l'absence de richesse, entre autres problèmes par exemple.
d'où ça vient qu'ils ressentent leur vie comme ça. Qu'est-ce qui cause le fait que l'individu a une vie insatisfaisante, dégradée, impuissante, etc. Donc on regarde d'emblée l'individu comme étant saisi par sa situation sociale, en fait. C'est là où c'est très différent quand même d'une perspective purement morale. Donc de telles conditions externes, de détermination, s'imposent comme idée immédiatement centrale et décisive dès qu'on s'interroge sur ce qu'est une vie aliénée. Le discours sur la vie aliénée ou inaccomplie rencontre aussitôt les conditions extérieures à l'individu qui le contraignent à mener une vie vécue comme limitée ou bornée, impuissante ou mutilée. C'est-à-dire que pour Fischbach, le philosophe moral, il peut avoir raison de dire que l'individu vivrait une vie meilleure en se comportant comme ceci ou comme cela, et finalement, quand bien même il agirait de manière parfaitement morale, eh bien, il pourrait ne pas vivre une bonne vie. Et c'est là où il y a une opposition vraiment de fond, avec par exemple le stoïcisme, où la vertu se suffit en elle-même, par exemple. Pour le philosophe moral et pour une tradition qui serait déjà celle pour le philosophe social, pardon, mais pour une tradition qui serait déjà celle d'Aristote, en l'absence de certains biens externes, notamment un minimum de richesse, vous n'allez pas vivre une bonne vie, quelle que soit votre valeur morale, en fait. Vous pouvez être la meilleure personne du monde, si vous n'avez pas à manger, vous allez peut-être finir par devenir un voleur. Voilà. Je caricature, mais... Le philosophe social fait attention aux conditionnements sociaux des individus. Ce qui l'oppose évidemment à une approche kantienne, une approche spiritualiste, une approche idéaliste, où justement on prend l'individu comme si c'était une âme pure, auquel on va inculquer les bons principes de la morale. Au point que même les conditions internes, notamment d'ordre psychique, qui peuvent être mentionnées à titre d'élément explicatif d'une vie aliénée, sont des conditions qui renvoient à leur tour au contexte familial et social dans lequel un individu a été de fait contraint de se former. Donc là, on a aussi une théorie qui tend à nier finalement l'existence d'un sujet qui serait indépendant de ses déterminismes sociaux, familiaux, jusque dans sa constitution psychologique elle-même, en fait. À quoi ça sert de dire à quelqu'un qui est alcoolique que l'action parfaitement vertueuse et morale, c'est de ne pas être alcoolique? Sans doute qu'il le sait très bien, et puis quand même on lui rappellerait, il le saura une fois de plus, mais s'il ne peut pas s'empêcher d'être alcoolique, c'est peut-être parce qu'il a été quand même façonné pour être alcoolique, c'est pas juste un déficit de connaissance morale. Voyez. Bref, la question qu'est-ce qu'une vie aliénée ou mutilée est une question qui engage un type particulier de questionnement philosophique. Je passe là-dessus, je pense que ça a été bien démontré. La philosophie sociale rejoint un questionnement de type éthique, donc il ne s'agit pas de nier la morale, mais elle ne commence pas par cette interrogation. Elle prend son point de départ dans les formes et les expériences de vie qui sont vécues par les agents eux-mêmes comme inaccomplis, aliénés ou dégradés. Et elle cherche à identifier dans le contexte social et historique de ces formes de vie les conditions qui font que des formes de vie non réussies sont produites chez les individus, souvent au point de devenir intolérables et de susciter la protestation et la révolte. Parce qu'à force de ressentir leur vie comme gâchée, les individus peuvent finir à justement entamer des mouvements de contestation des conditions qui leur sont faites. Moi, je pense que d'un certain côté, Fischbach n'est pas assez radical parce que, alors je n'aurai peut-être pas tout à fait le temps de dire tout ce que je veux dire, mais il a parfaitement raison de dire que c'est important de tenir compte de ce que ressentent les agents sur est-ce que leurs vies sont réussies ou non, ce qui est une question que tend à évacuer la philosophie politique juridico-normative de type néo-kantienne, celle de Kant, celle de John Rawls, celle de ces auteurs-là, qui se préoccupent pas en fait de comment les gens vivent leur vie, parce que c'est pas ça leur question. Non seulement il faut tenir compte de la façon dont les agents vivent leur vie, mais moi j'aurais tendance à dire qu'il y a même des cas où les agents ne se rebellent pas, ne protestent pas contre des conditions d'existence qui les font souffrir, qui justifieraient que ces conditions d'existence soient critiquées, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Le philosophe social, alors après on va me dire que ça le différencie peu du militant politique, mais il ne devrait pas commencer sa critique de ce qui fait que les individus vivent des conditions d'existence aliénantes en attendant que les gens se révoltent, en fait. Il y a des cas où les gens ne se révoltent pas et on peut quand même considérer qu'ils vivent dans des conditions qui leur empêchent d'avoir de bonnes vies. C'est-à-dire que la qualité de leur vie ou le statut éthique de leur vie
ne peut pas être déduite, de mon point de vue, et là c'est une thèse assez forte de philosophie morale, ne peut pas être déduite juste de leur ressenti subjectif. C'est pas parce que je dis que je vais bien, en fait, pour le faire très simple. Il y a une réalité du bien de la vie de l'individu qui est irréductible à sa perception subjective, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir compte de son ressenti subjectif, mais il peut y avoir un écart entre les deux. Je peux me considérer ma vie comme un échec alors que je n'ai pas de bonnes raisons de le faire, je peux me révolter contre des conditions qui ne sont pas vraiment source du fait que je n'aurai pas une bonne vie, je peux être satisfait de conditions d'existence qui en fait me nuisent et m'empêchent de me réaliser complètement. Bref, il peut y avoir un écart, et d'ailleurs toute la théorie marxiste traditionnelle de l'aliénation vise précisément à rendre compte de cet écart et du fait que des individus qui sont exploités et aliénés ne se révoltent pas. Ça, c'est plutôt la théorie de l'idéologie que de l'aliénation. Ça va un peu ensemble. Donc j'aurais tendance à dire que Fischbach aurait dû aller un peu plus loin et dire que la critique de ces formes de vie inauthentiques elle doit être menée quand bien même les agents ne se rendraient pas compte, me semble-t-il, de l'inauthenticité de ces formes de vie. Sachant que ça pose évidemment une exigence d'explication supplémentaire, à savoir pourquoi est-ce que les gens ne contestent pas des formes de vie qui les font souffrir ou qui leur nuisent. Et c'est là qu'interviendra effectivement toutes sortes de concepts où on a des auteurs qui pourtant ont réfléchi à ce type-là de sujet. Donc on a bien sûr Marx avec l'idéologie et l'aliénation. On pourrait penser à la Boétie avec la servitude volontaire. Il y a quand même toute une tradition qui vise à expliquer pourquoi les individus acceptent l'inacceptable. Une tradition de réflexion sociale et politique. Donc il s'en prend, Fischbach, à la démarche qui vise à décrire de façon théorique et abstraite ce que c'est qu'une vie réussie, sans se soucier finalement de l'expérience des agents. Donc il y a un très fort accent qui est mis sur le vécu des agents sociaux, donc c'est là où il y a quand même un aspect concret dans la démarche du philosophe social. Il nous dit qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un modèle clé en main de ce que c'est qu'une vie réussie pour faire la critique des conditions existantes. Alors ça c'est un point qui est assez important, parce que moi j'aurais eu tendance à dire que développer une philosophie morale sur ce que c'est que mener une bonne vie serait quand même un prérequis sur le fait de juger de si la situation des individus est bonne ou pas. Lui nous dit que c'est pas vraiment le cas, et qu'en fait c'est d'une certaine façon plus facile de savoir que les individus mènent une vie qui n'est pas bonne pour eux que de savoir ce que c'est qu'une bonne vie. C'est peut-être possible, c'est peut-être plus facile effectivement de détecter ce qui ne va pas dans une vie que ce qui lui est favorable. Bon, c'est un débat, hein. En tout cas, la réflexion sur ce qui nuit ou ce qui empêche les individus de mener une vie épanouie et heureuse et authentique semble effectivement un moyen d'enrichir la réflexion de la philosophie morale, loin de la dénier, hein, en lui montrant qu'il y a des conditions, il y a des éléments qui sont défavorables à la vie des individus, et donc ça a des implications sur comment les individus devraient vivre, comment ils devraient exiger que les autres vivent, comment est-ce qu'ils devraient exiger que les autres les traitent, parce que si telle ou telle situation est produite, ils ne vivront pas de bonne vie. Donc il y a quand même une intrication entre ces différents niveaux moral, social et politique, même si ça reste des niveaux irréductibles. Et je suis assez d'accord avec Fischbach sur l'irréductibilité de ces différents niveaux, si ce n'est que je pense que sa critique serait moins convaincante si on soulignait qu'il y a quand même certaines sortes de philosophie morale ou de philosophie politique qui sont très fortement sociales, ou qui présupposent un type d'individu plus fortement socialisé que d'autres. Hein. Typiquement, j'ai déjà donné des exemples, mais la philosophie morale et politique d'Aristote est beaucoup plus socialisée que la philosophie morale et politique de Kant. C'est pas un hasard d'ailleurs si on joue Kant contre d'autres auteurs possibles dans les cursus des étudiants français. Donc ce qu'il nous dit en gros, c'est qu'on élaborera plus tard la description exhaustive de ce que c'est qu'une vie complètement réussie. On va plutôt se concentrer sur qu'est-ce qui fait que les gens ne vivent pas de bonne vie réussie là maintenant. Ensuite, il oppose ou il différencie le projet de la philosophie sociale d'une démarche critique qui se contenterait finalement de dire tout ce qui ne va pas dans la société sans proposer des capacités de transformation et de changement. Enfin bref, il explique que la philosophie sociale doit impliquer une prise de parti, mais qui propose ou qui indique aux acteurs qui justement souffrent de mener des vies qui seraient inaccomplies
les moyens de sortir de leur situation. Ça ne peut pas être juste une critique sans solution, si vous voulez. C'est là où on pourrait dire qu'il y a une dimension prescriptive ou normative dans la démarche du philosophe social, sur le plan de voici les causes de vos maux, voici comment les résoudre. C'est là où je dis qu'il y a un aspect presque un peu thérapeutique. Il oppose ça à une critique sociale qui se contenterait de dépeindre finalement à quel point les gens sont malheureux dans un état donné d'une société, sans leur indiquer des pistes de sortie ou sans chercher à développer des remèdes ou des moyens d'éviter ces maux. Fischbach fait remarquer que dans les départements de l'université française, il n'existe pas de département spécifiquement consacré à l'enseignement de la philosophie sociale, et il n'y a même pas de chercheurs qui se désignent ou qui sont reconnus comme étant des spécialistes du domaine philosophie sociale. Si vous allez dans les bibliothèques, ne serait-ce que celle de l'université de Nanterre ou ancienne Fischbach, j'y étais, dans les rayons de la bibliothèque de philo, il n'y a effectivement pas de case ou de partie où les livres seraient rangés avec l'étiquette philosophie sociale. Et il note que c'est une bizarrerie ou une spécificité culturelle de l'université française, car si on jette un coup d'œil en Allemagne, on s'aperçoit que la situation est assez différente. Bien que l'expression de philosophie sociale, vous me pardonnerez de ne pas prononcer l'allemand, ne soit pas originairement allemande, et qu'elle soit la traduction allemande d'une expression française équivalente, ce qui suggère qu'il y a eu une philosophie sociale française à une époque, mais qu'elle a disparu. On va chercher pourquoi elle a disparu dans la deuxième vidéo qui suivra celle-ci. En Allemagne, il existe bel et bien des chaires de philosophie sociale dans l'université, des professeurs de philosophie sociale, des philosophes qui sont reconnus comme travaillant dans un domaine spécifique qui s'appelle la philosophie sociale. Donc c'est un champ qui est reconnu institutionnellement dans certaines universités, mais pas en France. Il est admis en Allemagne de qualifier un philosophe de social philosophe social, comme c'était le cas par exemple de Max Horkheimer, qui, comme Adorno, est un membre de l'école de Francfort, une école de philosophie allemande du XXe siècle, qui est proche de l'hegélianisme et du marxisme, et des sciences sociales d'ailleurs. Alors, il essaie de montrer, donc, prenant comme acquis que, tiens, c'est bizarre, en France, on ne reconnaît pas vraiment la philosophie sociale comme un truc en soi, alors qu'ailleurs, c'est reconnu comme un courant autonome. Fischbach va essayer de montrer qu'il y a toute une masse de concepts qui sont travaillés en philosophie, qui relèvent justement de ce champ de questionnement, de problématique, qu'est la philosophie sociale. Alors voici un certain nombre de ces concepts, et certains sont des expressions ou des concepts qui sont en fait assez reconnus. Je vais même d'ailleurs, sous vos us ébahis, jouer au jeu d'essayer de reconnaître qui est le philosophe ou le théoricien qui aurait forgé les concepts en question qui pourraient avoir une pertinence pour penser les problèmes de philosophie sociale. Alors, il nous parle du concept d'aliénation. Ça, c'est Rousseau, Hegel, Marx, Marcuse, Guy Debord et tant d'autres. L'idéologie, ça, ce serait plutôt les Français de l'époque des idéologues, et puis ensuite Marx. Lutte des classes, Marx. Fétichisme de la marchandise, Marx, Lukács. Le concept de nihilisme, ça, ce serait plutôt du côté de Nietzsche. Le concept de perte de sens, de désenchantement du monde, là, on est chez Max Weber, le sociologue allemand. De modernisation et de rationalisation sociale, là, on est plutôt chez Max Weber, un sociologue donc. Réification de la conscience, plutôt chez Georges Lukács, qui est un disciple marxiste de Weber, entre autres choses. La perte de l'aura, ça c'est un concept du philosophe marxiste allemand Benjamin, s'agissant des œuvres d'art et de leur dégradation dans la modernité industrielle. L'appauvrissement d'expérience, je ne devine pas. Existence inauthentique et médiocrité du on, ça c'est des concepts qu'utilise Heidegger, notamment dans Être et temps. L'âge de la technique, la sécularisation, ça pourrait être Hans Blumberg ou Karl Leuwitt, ou d'autres auteurs allemands qui ont réfléchi au fait que voilà, nos sociétés se débarrassent du religieux. En tout cas, c'était la tendance jusqu'à une date très avancée du XXe siècle. Sécularisation, c'est aussi quelque chose qui est pris en compte dans la problématique de la modernisation des sociétés chez Max Weber. Le pratico-inerte, ça c'est un concept de Sartre. L'unidimensionnalité, ça c'est un concept de Marcuse. Le totalitarisme, effectivement, dans les choses qui font que les individus ne vivent pas de bonne vie, il pourrait bien avoir le totalitarisme, qui est un concept qu'on trouve chez Raymond Aron, chez Hannah Arendt, chez plutôt des spécialistes de sciences politiques. La banalisation du mal, on est chez Arendt. Bureaucratisation, Max Weber. Discipline, contrôle, on est chez Foucault ou chez Gilles Deleuze, qui réfléchissent à la façon dont les pouvoirs
s'exerce sur les corps et sur les individus dans des institutions qui ne sont pas forcément toujours étatiques. Colonisation du monde vécu, je ne sais pas. Lutte pour la reconnaissance, on est chez Axel Honneth, mais on est déjà aussi chez Hegel, hein, qui était un théoricien de la chose. On pourrait presque faire jouer un philosophe comme Hobbes, dans lequel il y aurait certainement des éléments de réflexion sur ce que c'est qu'une vie appauvrie, dégradée, mutilée. Chez Hobbes, ça prendrait fortement, ça serait fortement, ça recouperait très fortement chez Hobbes, évidemment, la problématique d'un individu qui vit dans l'état de nature ou dans un état d'insécurité de façon générale. Lui, il ne va pas vivre une bonne vie, ça c'est sûr. Et pourtant, c'est là où on voit bien qu'il y a un niveau de réflexion qui n'est pas le niveau de la morale. L'individu qui ne vit pas une bonne vie chez Hobbes, c'est pas parce qu'il n'est pas moral, hein. C'est parce qu'il est dans l'état de nature soumis à la violence de tous contre tous. Donc il y a des choses qui dégradent la vie de l'individu, qui font qu'il ne vit pas une bonne vie, qui ne sont pas réductibles à un défaut de moralité personnelle. C'est là où on voit bien que la réflexion de la philosophie sociale, elle sort du champ strict de la philosophie morale qui vise à normer l'individu, à lui dire comment tu dois vivre, comment tu dois régler tes problèmes, comment tu dois agir. Mais finalement, tout ça ne suffira peut-être pas à ce qu'il ait au final une bonne vie. Donc il faut dépasser la problématique strictement morale et aller vers une philosophie sociale et politique. Mais déjà sociale, et on verra comment ça permet de reposer les problèmes politiques. Donc après, il nous fait la liste de tous les auteurs que j'ai listés. Alors il y en a quelques-uns que je n'avais pas reconnus. Georges Simmel, c'est un sociologue allemand. Horkheimer, j'en ai déjà parlé. On a Castoriadis, qui est un philosophe français très important, à mes yeux. Habermas, qui est un philosophe de l'école de Francfort en Allemagne. Bref. Donc il nous dit il y a largement de quoi écrire une histoire de la philosophie sociale à travers de l'étude des concepts qu'elle a produits. Car ce sont effectivement des concepts qui, certes, n'ont pas toujours servi ou ne sont pas toujours apparus pour répondre à des questions qui relèveraient de la problématique de la philosophie sociale, mais qui la recoupent en partie ou qui s'y intéressent. Alors il nous dit quel est le dénominateur commun à cette liste de concepts. Qu'est-ce qu'il peut y bien avoir de commun entre des concepts tels que le totalitarisme, la perte de l'aura et l'idéologie, tiens, au hasard. Et bien il nous dit ces concepts, ils ont à chaque fois une double vocation. Ils sont à la fois descriptifs et évaluatifs ou critiques. Ce sont des concepts qui entendent à la fois décrire certains phénomènes sociaux, comme typiques des sociétés modernes, et articuler à cette description une critique de ces mêmes sociétés, dans la mesure où les phénomènes décrits le sont au titre d'évolution sociale de type pathologique. Donc à chaque fois, il s'agit de repérer un aspect du fonctionnement de la société, et non seulement de le repérer, de le qualifier, d'expliquer les processus ou les structures qui caractérisent ce phénomène, mais de souligner sur un plan normatif ou éthique que c'est un phénomène qui est non nuisible pour la bonne vie des individus qui vont faire l'expérience du phénomène en question. Donc c'est très très important en fait de souligner l'existence du champ de la philosophie sociale, et je préfère le faire à ce stade-là de l'histoire de ma chaîne YouTube, parce que, chers amis, il y a beaucoup d'auteurs en fait que j'ai étudiés, dont je vais vous parler, voire même dont je vous ai déjà parlé, qui en fait rentrent dans la catégorie de ce domaine de réflexion qu'est la philosophie sociale. Donc, comme j'aime bien faire les choses de manière ordonnée, on va déjà définir un peu ce que c'est que la philosophie sociale en général, et puis ensuite, quand je vous présenterai, et ça arrivera bientôt, rassurez-vous, tel ou tel auteur, je ne manquerai pas de souligner que dans son approche ou dans telle partie de sa réflexion, on rencontre le type de problème qui tombe bien sous la catégorie de philosophie sociale, quand bien même l'auteur en question ne revendique pas lui-même de faire la philosophie sociale. Parce que des concepts de ce type-là, des concepts qui sont à la fois descriptifs et critiques, j'en ai rencontré un certain nombre. On pourra reparler peut-être du concept du romantisme, on pourra reparler peut-être du concept de la domination, notamment dans la tradition de pensée républicaine, qui vise à la fois à décrire un certain type de rapport social et à en faire la critique en montrant qu'il est nuisible et qu'il doit être combattu socialement et politiquement. Il s'agit donc, ces concepts, ils servent à cerner quoi? Ils servent à étiqueter quoi? Ils servent à qualifier des évolutions sociales que les agents sociaux peuvent être amenés à décrire eux-mêmes comme pathologiques, donc source de maux, MAUX, de souffrance, d'insatisfaction, d'inaccomplissement existentiel, ou comme vous voulez, soit parce qu'ils restreignent ou diminuent leur puissance sociale d'agir. Donc en fait, quand on vit un appauvrissement de l'expérience, on peut faire moins de choses. Quand on vit dans des structures qui sont bureaucratisées ou qui nous imposent de la discipline ou du contrôle,
ou qui ne nous reconnaissent pas socialement, ou qui nous font vivre des vies inauthentiques, ou qui sont, je ne sais pas moi, qui ont perdu leur sens, en fait, on a moins de puissance sociale d'agir, c'est-à-dire qu'on peut faire moins de choses, qu'on veut faire moins de choses, on est démotivé, on est effrayé, on est brisé, on est brimé, on ne peut pas déployer finalement tout ce qu'on serait susceptible de faire dans un environnement social qui serait différent. Donc ce sont des concepts qui servent à nommer ce qui ne va pas justement dans les structures dans lesquelles les individus sont insérés. C'est bien une critique des structures sociales et pas simplement ou spécifiquement des institutions politiques. C'est bien un champ de questionnement et de critique du monde social qui ne se limite pas aux institutions et à ce que l'État il respecte les règles de l'État de droit. Parce que est-ce que l'État il respecte les règles de l'État de droit, ça laisse dans l'obscurité un très 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 vaste pan des questions qu'on peut formuler et des problèmes qui se posent dans la vie des individus. Les individus ont toutes sortes d'autres problèmes que est-ce que l'état de droit est respecté. Oui. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet ou que ce n'est pas important, mais c'est un autre niveau de réflexion sur ce qui nuit à la vie des individus. Donc, il cherche à décrire des formes, des situations sociales pathologiques, soit parce que ça diminue la puissance sociale d'agir des acteurs, soit parce que ça engendre des formes de souffrance sociale. Alors moi j'aime beaucoup l'articulation des deux, et c'est là où je dis que finalement la critique que j'ai faite tout à l'heure à Fishback n'est pas forcément légitime, parce que souffrance sociale, on voit bien que ça va se traduire sur le plan du psychisme individuel et de la compréhension qu'on a de nous-mêmes. C'est-à-dire si je souffre, je suis au courant. Par contre, une limitation de ma puissance sociale d'agir, c'est-à-dire le fait que je suis empêché de pouvoir développer mes talents, exprimer ma personnalité, faire des choses qui seraient positives pour ma qualité de vie, c'est pas forcément quelque chose dont je prends conscience subjectivement ou qui me procure de la souffrance à proprement parler. Ça va plus être, ça peut provoquer aussi de la souffrance, mais c'est pas obligatoire. Donc le concept de limitation de la puissance d'agir, il est beaucoup plus large et je dirais qu'il a une pertinence morale, à mon avis, qui est encore plus grande que celui de souffrance. Parce qu'à la limite, il y a des souffrances qui pourraient être considérées comme justes, tandis que des limitations de ma puissance d'agir, on voit pas très bien qu'est-ce qui pourrait justifier que, tiens, je peux pas faire ça, je peux pas faire telle chose dont ma qualité de vie bénéficierait. Je peux pas sortir le soir dans tel quartier à cause de l'insécurité. Ça, vous voyez, quand bien même ça ne me procurait pas un sentiment de souffrance subjectif, on pourrait dire que c'est une limitation qui est imposée à la vie de l'individu, qu'il s'en plaigne ou pas, en fait. Soit parce qu'elles empêchent la réalisation de leurs attentes sociales. Bon, là aussi, je ferai des nuances, des réserves, parce qu'on pourrait avoir des attentes qui seraient légitimes ou injustes, mais regardons déjà ce qui fait que les individus sont contents ou pas. Le concept de critique que la philosophie sociale s'approprie à partir des jeunes hegéliens et de Marx, qui parle effectivement beaucoup de critique, mais dans un sens qui n'est plus le sens kantien d'une critique de la connaissance ou des structures cognitives du sujet, mais qui est une critique de l'existence sociale, de la façon dont les gens vivent, en fait, joue un rôle central dans la philosophie sociale. Et en fait, si vous êtes lecteur ou amateur, ou que vous connaissez déjà un petit peu ce qu'on appellerait la critique sociale, des textes qui critiquent l'état de la société, eh bien, on pourrait se demander dans quelle mesure tous les gens qui font de la critique sociale, qui sont souvent des militants politiques ou des intellectuels, est-ce qu'ils ne font pas déjà, en fait, de la philosophie sociale, jusqu'à un certain point. Peut-être pas jusqu'au niveau d'abstraction, où on pourrait clairement formuler les concepts d'expression de cette critique, ou peut-être pas jusqu'au point de formuler cette critique dans des termes interrogatifs sur ce qui serait juste ou sur ce qu'il conviendrait de faire. Mais en tout cas, il y a probablement une immanence de la pratique de la philosophie sociale chez des gens qui ne se considéraient pas eux-mêmes comme des philosophes. C'est là où je dis que c'est vraiment un type de philosophie qui nous concerne beaucoup plus que d'autres, en fait, qui est beaucoup plus urgent pour nous de nous approprier. Le concept de souffrance sociale a notamment été développé par un philosophe français contemporain qui est un philosophe social qui s'appelle Emmanuel Renaud. Il a à la fois une dimension descriptive, il vise à décrire des formes de distorsion de l'expérience sociale en fondant dans un arsenal de moyens produits par la sociologie critique ainsi que la psychopathologie du travail. Ça, j'aurai probablement l'occasion de vous en reparler. Comment travaille-t-on en psychologie, en psychopathologie du travail et comment montre-t-on que l'expérience du travail nuit aux individus, aux travailleurs.
Et à cette dimension de description s'ajoute une dimension évaluative et critique. Il s'agit de montrer que la situation ou l'expérience que vit l'individu lui est nuisible pour sa qualité de vie, qu'elle est nuisible pour son bien. Donc il y a quand même une dimension, une pointe de charge morale. Et ça ne se réduit pas justement à une morale abstraite ou à une morale centrée sur les choix de l'individu considéré comme un agent souverainement libre. Alors il nous dit le fond de l'opposition entre philosophie sociale et philosophie politique, c'est que pour la philosophie politique, alors je mets des réserves parce que je trouve que sa critique est surtout vraie d'un certain type de philosophie politique et que je ne suis pas sûr que ça puisse s'étendre à toute la philosophie politique, mais en tout cas pour le type de philosophie politique qui règne dans les universités françaises depuis les années 80, eh bien on considère que l'homme, ça serait quand même plutôt un individu indépendant et autonome, considéré comme un agent rationnel et libre, conscient de son intérêt propre, capable de se donner des buts et de déterminer les meilleurs moyens de les réaliser. Et alors c'est quand même un petit peu l'individu de la théorie économique, de l'homo economicus, des théories du contrat social, voilà, qu'on trouve chez Rousseau, chez John Rawls, quand on place les individus sous le voile d'ignorance et qu'ils ne sont guidés que par finalement la raison pure, sans avoir de personnalité sociale, puisqu'on l'a par hypothèse supprimée dans une réflexion abstraite. Voilà, donc on considère que l'individu, finalement, c'est plutôt un être libre, et on va lui dire, voilà comment tu dois bien utiliser ta liberté. Et c'est pas quelque chose de complètement illégitime, parce que nous sommes en partie des êtres, alors indépendants peut-être pas, mais nous sommes en partie autonomes jusqu'à un certain point. En tout cas, on pourrait voir que les sociétés permettent aux individus d'acquérir plus ou moins d'autonomie sociale, et c'est justement tout le sens d'un des combats historiques de la gauche de développer l'autonomie individuelle et collective. On peut admettre que nous sommes tous plus ou moins rationnels, plus ou moins conscients de notre intérêt propre, plus ou moins capables de se donner des buts, les poursuivre. On est plus ou moins des acteurs stratégiques, qui échafaudent des plans, qui visent des buts. Mais cette description du sujet humain, elle est tout à fait partielle. C'est-à-dire que nous ne sommes pas que ça. Et le problème, dit-il, nous explique Fischbach, des courants qui ont remplacé les courants extrêmement critiques de cette vision rationaliste et, dans un certain sens, humaniste, qui avait prévalu voilà, durant le 19e siècle, le début du 20e siècle, une partie de l'époque moderne. Les courants critiques, les courants marxistes, heideggeriens, foucaldiens et autres dans les années 50, 60, 70, les structuralistes notamment, etc., avaient critiqué ce modèle d'un agent libre et rationnel et au-dessus de toute pesanteur sociale, jusqu'à ce qu'on mette un petit peu tout ça de côté pour en revenir finalement à l'idée que nous sommes individus rationnels qui passons des contrats en fonction de notre intérêt. Et donc on est revenu finalement vers le type de subjectivité que présuppose très très largement la pensée libérale, par exemple. Tout ça est assez cohérent s'agissant de l'évolution sociale générale et d'autres tendances qu'on voit dans les sciences sociales, notamment tout ce qu'on appelle la théorie du choix rationnel, ou encore le retour à l'acteur, hein, voilà, en sociologie, le tournant actoriel, comme on aime bien dire en géographie aussi, hein, l'idée qu'il faut comprendre les situations en mettant l'accent sur les choix d'un individu qui poursuit rationnellement ses buts. Ce modèle-là de l'homme n'est pas faux, c'est juste qu'il est partiel, et à le considérer purement et simplement, eh bien, on retombe dans les limites d'une théorie politique classique. Tout ça n'est pas neutre. Alors, par rapport à ce modèle-là de l'homme, quel est le sujet ou la subjectivité ou le genre d'être humain que présuppose le philosophe social? Quelle est son anthropologie implicite, en fait, hein, parce que les philosophies morales, sociales et politiques présupposent une conception de l'homme voilà, qu'on peut défendre philosophiquement, qu'on peut décrire, ce qu'on appellerait justement l'anthropologie philosophique, la partie de la philosophie qui répond à la question « qu'est-ce que l'homme ?» Et selon comment on répond à la question « qu'est-ce que l'homme ?», ça influe évidemment ce qu'on va dire de son bien, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il ne peut pas faire, du genre de société dans lequel il devrait vivre, du genre d'État qu'il devrait soutenir ou pas. Tout ça dépend évidemment, c'est assez trivial, hein, mais si vous pensez par exemple que l'homme est un mixte d'une âme immortelle et d'un corps mortel et que le salut de son âme est son bien suprême, bah, vous n'allez pas avoir la même vision sociale que quelqu'un qui n'a pas ses croyances, par exemple. Donc, l'idée qu'on se fait de l'homme est quelque chose d'extrêmement important qui doit être interrogé de manière critique. Quel est le genre de sujet que pose la philosophie sociale ?
En lieu et place d'un individu rationnel et isolé, d'un individu, celui qui est séparé des autres, elle part d'un individu, on aurait dû mettre des guillemets, relationnellement constitué et compris tout d'abord et avant tout comme un être naturel, c'est-à-dire un être de besoin. L'homme que présume le philosophe social, c'est un homme qui a des besoins, et du coup, s'ils ne sont pas satisfaits, il va souffrir, quand même serait-il parfaitement moral. C'est un être qui est relationnellement constitué, c'est-à-dire justement qui est façonné par ces interactions sociales qui vont développer son corps, sa manière de se tenir, sa personnalité, les choix qui vont lui paraître possibles ou raisonnables, etc. Il n'est pas indépendant de la société. Tout ça serait à nuancer de mon point de vue, mais on voit que ce n'est pas le même modèle. Par opposition à la philosophie politique, la philosophie sociale commence toujours par réinjecter de la naturalité et de la concrétude. L'homme est un être naturel, un être qui est toujours d'abord affecté, c'est-à-dire façonné, déterminé, produit par son environnement. On voit évidemment les affinités de la pensée de Franz Schliessbach et des philosophes sociaux en général, avec la pensée anthropologique et métaphysique de Spinoza, qui est un philosophe déterministe, justement. C'est donc un être de sentiment, de passion, d'affect, comme on dirait chez Spinoza, mais un être qui fait toujours d'abord l'expérience de sa propre dépendance essentielle à l'égard des autres. On part du fait que l'individu est dépendant, et s'il devient plus libre par rapport aux autres, ça ne sera jamais que dans un second temps, ce qui recoupe en fait un modèle d'évolution biologique du sujet. On commence à être un peu petit enfant dépendant du milieu, et puis on devient plus autonome à l'âge adulte. Un être qui se rapporte aux autres d'abord sur le mode du besoin. Donc, naturalité, affection, besoin, dépendance, il faudrait bien que toutes ces notions soient associées dans un certain portrait de ce qu'est un être humain. L'homme de la philosophie sociale est aussi essentiellement un être vulnérable et capable de souffrance, en particulier de celles qui ont le pouvoir de lui venir depuis la société. Ça ne nie pas, et ce serait l'objet, je pense, de futures vidéos, que l'individu peut aussi se nuire lui-même, ou qu'il peut y avoir des maux dans l'existence individuelle qui sont irréductibles potentiellement à des déterminismes sociaux, mais c'est pas ce type-là de mots que va travailler le philosophe social. Ça pourrait être une classe de mots que travaillerait plutôt le philosophe moral, justement. On voit la complémentarité plutôt que l'opposition entre ces deux disciplines, même si Schliessbach se donne beaucoup de mal pour faire émerger ce niveau, justement, social. La philosophie sociale part de l'existence humaine conçue comme vitalement dépendante de conditions objectives qui favorisent ou au contraire qui limitent ses chances d'affirmation de soi, ces conditions étant indissociablement naturelles et sociales. On a une ouverture très discrète mais vers la pensée écologiste. Parce que la société n'est pas quelque chose qu'on peut penser de façon complètement abstraite de son environnement avec lequel elle interagit et se co-constitue. Il y a une précarité fondamentale de l'existence humaine qu'il ne faut pas comprendre comme une faiblesse constitutive, mais au sens où l'affirmation même de la puissance qui est propre aux hommes le renvoie à des conditions objectives. Ça veut dire que je développe ma puissance d'agir lorsque je suis mis dans des conditions qui la développent et que je deviens incapable d'agir, plus malheureux, plus triste, chez Spinoza, parce que chez Spinoza, il y a une covariation entre puissance d'agir et émotivité. Quand je suis attristé, je peux moins de choses que quand je suis en pleine forme, et inversement, le fait de gagner en énergie ou en capacité d'action a tendance à me réjouir, donc une covariation de la puissance et de l'affectivité. Est-ce à dire, donc dire que l'homme est un être vulnérable, dépendant, limité et relationnel, que la philosophie sociale se complaît dans la passivité, dans le pathétique et le sentimental? Évidemment, Schliessbach va nous dire qu'il n'en est rien. Il cite Karl Marx qui, dans les manuscrits de 1844, d'un côté souligne que l'homme est un être de chair, sensible, un être objectif, un être souffrant, mais en même temps, c'est un autre pôle de la conception anthropologique qui sous-tend cette philosophie, c'est un être équipé de forces naturelles, de forces vitales, un être naturel actif. Donc on est dépendant, mais on est aussi acteur, on est passif et actif. Pas tomber dans un misérabilisme une fois qu'on a pris en compte la vulnérabilité intrinsèque de la condition humaine. L'homme est donc capable de faire l'expérience d'une diminution de sa puissance d'agir, tout autant qu'il se définit essentiellement et positivement par cette même puissance d'agir. On
On peut faire des choses, et si des choses nous empêchent de faire des choses, c'est pas une fatalité cosmique qui définit la nature humaine, c'est la situation qui fait qu'on est amputé d'une part de notre capacité d'action, de développement, de devenir meilleur que nous ne sommes. Enfin, la conception de la rationalité n'est pas la même dans la philosophie sociale que dans les courants que critique Fischbach, car il ne faut pas réduire la rationalité à une capacité de calculer des gains et des pertes, ce qui pour le coup serait typiquement une définition de la rationalité qu'on trouverait chez Hobbes, une rationalité calculatrice, une rationalité acquisitive. Les mauvais esprits diraient même une rationalité bourgeoise. Donc cette rationalité n'est pas purement et simplement acquisitive et n'est pas purement instrumentale, pour parler comme Max Weber et comme l'école de Francfort. Ce n'est pas simplement une capacité de savoir par quels moyens atteindre nos buts. La rationalité qui sous-tend la philosophie sociale est aussi la capacité à réfléchir sur nos fins et sur comment affirmer notre puissance d'agir. C'est une rationalité qui vise à cerner à quelles conditions pouvons-nous agir davantage ou au contraire être amputés de notre capacité d'action. C'est donc une rationalité qui prend en compte le fait que l'homme s'insère dans un réseau de détermination et que voilà, il est un être relationnel, comme ça a été dit. Il n'est donc pas un individu, au sens atomistique et métaphysiquement isolé, quoi. Il est un être social plutôt qu'un individu, en fait. L'être humain est d'abord un être de besoin, tatati. Il y a donc pour la philosophie sociale une forme de continuité fondatrice entre la nature et la culture. Et là aussi, il se réfère à Spinoza, pour lequel la mise en place d'un État et d'une société n'est pas une rupture par rapport à un être humain qui serait posé par hypothèse comme antécédent à la société, mais qui est une configuration en fait, de rapports sociaux qui s'ajoute à une condition humaine qui n'est pas pensée comme isolée, atomistique, comme dans les théories du contrat social qu'il y aurait chez Hobbes ou chez Rousseau. Il y a une continuité entre l'ordre naturel et l'ordre social. L'homme reste un être de nature et de besoin, ce que tend à ne pas reconnaître des philosophies à tendance spiritualiste qui scindent vraiment de manière séparée la nature et la culture. Et là, de manière un peu plus inattendue, Fischbach fait une critique de Hegel. Je regarde un petit peu où est-ce qu'on en est. Allez, je pense que j'aurai fini dans pas trop longtemps. Parce que j'ai un petit peu dépassé les délais annoncés. Allez, j'essaie de faire ça en 10 minutes. Donc, continuité du social et du naturel. L'homme est un être vivant, un être de besoin. C'est ça qu'il faut voir d'abord. Il souligne la parenté que peut avoir la démarche du philosophe social avec une conception humaine qui serait celle d'Aristote. Il y aurait un fond aristotélicien de la démarche du philosophe social, du côté de cette insertion justement de l'homme dans la cité, dans la collectivité dont il dépend. Du point de vue de la relation entre le social et le politique, le philosophe ne considère pas la politique comme une instance en quelque sorte transcendante ou extérieure au monde social qui agirait sur lui pour l'encadrer et le réguler, qui serait en quelque sorte une forme venant informer une matière, pour reprendre le modèle hylémorphiste. Le politique émerge à partir du social lui-même, à partir de la conflictualité sociale. C'est la société qui fait la politique et non pas plutôt que l'inverse en fait. D'où l'intérêt particulier que la philosophie sociale porte au phénomène de politisation du social qui ne prennent pas ou pas forcément la forme étatico-juridique. Il y a des choses qui se passent dans le monde social qui sont de nature politique. Alors, je ne sais pas exactement comment il définit le politique Franz Fischbach, mais en tout cas on ne peut pas réduire la réflexion à ce qui se passe dans la sphère des institutions politiques soit établies, soit celles qui devraient être établies dans une société idéale. Il faut regarder du côté de ce qui se passe dans la société. Je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà dit. La philosophie sociale est une réflexion sur les conditions sociales dont on peut établir qu'elles sont indispensables au libre développement de chacun. Ici, Fischbach reprend une formule qu'utilise Karl Marx dans le manifeste du Parti communiste. Contrairement à une image qu'on peut souvent avoir, Marx est soucieux de l'épanouissement des individus,
C'est un homme de gauche, c'est un homme qui est dans la continuité de la philosophie des Lumières, qui est aussi marqué par le démonisme de la pensée d'Aristote ou de Épicure. Il s'agit de trouver comment faire que l'homme soit heureux sur cette terre, et qu'il puisse se développer, qu'il puisse développer librement sa personnalité, et surtout, plutôt que de voir les choses de manière un petit peu justement irénique en contemplant abstraitement la vision d'une humanité totalement heureuse, il s'agit de partir de la société telle qu'elle est et de ce qui fait obstacle à ce mouvement justement de développement des individus vers leur progrès. Je fais exprès de ne pas dire perfectionnement parce que j'aime pas la notion de perfection. L'ambition du philosophe social, donc encore une fois, c'est que des définitions, des traits de définition de cette démarche de la philosophie sociale, ce qui la spécifie sur le plan théorique. L'ambition du philosophe social est de parvenir à articuler et rendre explicite une souffrance et une vulnérabilité ordinaire vécues par des individus et des groupes, que leur situation de minorité ou de subalterne, qui occuperait des fonctions dépendantes, marginalisées, soumises à un pouvoir, enfin, de façon générale, empêchent le plus souvent de porter eux-mêmes à une expression qui puisse être considérée comme légitime dans l'espace public. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est que le philosophe social doit permettre de faire émerger le fait que des individus ont des problèmes, et ça répond un petit peu à la critique que je faisais préalablement. On peut dire que des situations sont indignes et sources de souffrance et de non-réalisation existentielle des personnes, quand bien même ces personnes seraient dans l'incapacité de prendre elles-mêmes l'initiative de dénoncer leur souffrance, parce qu'elles peuvent être aliénées, elles peuvent en être inconscientes, elles peuvent le refouler, elles peuvent en être incapables socialement, parce que les risques de dénoncer leur situation seraient trop grands, etc. etc. Tout ça est relativement facile à comprendre. En effet, les individus engagent une lutte pour la reconnaissance et la transformation de leur condition sociale lorsqu'ils ont un espoir que ça va pouvoir changer quelque chose, mais parfois même ils peuvent être privés de tout espoir et de toute croyance tout simplement au fait que ça pourrait changer les choses de s'attaquer à la dénonciation d'une situation donnée. De ce point de vue, Fischbach se permet une forme de critique de la sociologie. Alors il faut bien regarder de quelle manière il la critique. Il la critique en ceci que la sociologie, donc encore une fois universitaire, tendance dominante de la sociologie française, tout ce que vous voulez, a tendance à devenir un langage d'experts, ce qui explique la méfiance à son égard de la part des dominés, qu'ils soient engagés ou non dans des luttes. La sociologie peut développer une conception justement à tendance critique de ce qui ne va pas dans le vécu des individus. Elle peut se rapprocher, on le verra plus tard dans la deuxième partie de cette présentation, elle peut se rapprocher ou s'hybrider avec les démarches de la philosophie sociale, mais ce n'est pas la tendance dominante. Voilà, il y a des tendances sociologiques qui sont quantitativistes, statisticiennes, techniciennes, ou tout simplement où le degré de complexité de la formulation des textes sociologiques, le degré d'abstraction du langage utilisé, peut faire en sorte qu'ils ne sont pas susceptibles d'être compréhensibles pour les personnes qui pourraient avoir elles-mêmes un intérêt à se saisir de ce que le sociologue met en lumière des aspects potentiellement critiquables du monde social. C'est d'ailleurs un problème dont un homme de gauche comme Pierre Bourdieu se plaignait lui-même, avait bien conscience que les personnes qui auraient pu avoir un intérêt à développer une pensée critique à partir de sa mise en évidence des mécanismes de domination symbolique à l'œuvre dans la société n'étaient pas du tout susceptibles pour la plupart de comprendre les textes qu'il écrivait, d'où un hiatus ou une distance difficilement franchissable entre la démarche sociologique scientifique et le langage ou la pensée des gens du commun, si vous voulez, sans que je veuille donner à cette expression une charge de mépris, mais voilà, tous ceux qui auront lu des textes de Pierre Bourdieu un jour peuvent bien se persuader que c'est très compliqué de comprendre de quoi il parle, et effectivement, l'appropriation de la pensée scientifique par les masses semble quelque chose qui est compromis, nous dit Fischbach. Bon, ça c'est son avis. Un avantage, nous dit-il, que la philosophie sociale pourrait avoir par rapport aux sciences sociales, et alors que toute une partie de son effort vise à montrer l'articulation entre les deux et à quel point la philosophie sociale est une philosophie qui se nourrit des sciences sociales,
Là, il vise à mettre en évidence sa spécificité pour justement justifier qu'il y ait une zone d'activité spécifique qui soit celle du philosophe social, et montrer que cette philosophie sociale n'est pas réductible à ce que font les chercheurs en histoire, en sociologie, en psychologie. Alors, qu'est-ce qui justifierait qu'il y ait une position spécifique qui soit la position du philosophe social? Eh bien, il nous dit que celle-ci ne vise pas à mettre en œuvre un langage technique d'expert, qu'elle est capable de s'articuler directement au langage ordinaire, dans lequel se formulent les raisons de ceux qui luttent contre les conditions de leur domination, contre tous ceux qui les estiment être de nature à les empêcher de mener des vies épanouies, justement. Elle peut réfléchir sur les usages de ce langage ordinaire de la lutte, l'amener par exemple à interroger ses propres présupposés et à conquérir une plus grande clarté à leur sujet, et cela à l'intérieur de ces usages eux-mêmes et sans occuper aucune position d'extériorité ou de surplomb. Il ne s'agirait donc pas de venir expliquer aux gens comment le monde social fonctionne, fût-il en ayant la croyance que ça va les aider, mais de les amener à penser de manière critique leur situation et à introduire peut-être des concepts, ou clarifier ou raffiner les concepts ou les manières de communiquer ou de penser qu'ils auraient déjà. Ça, c'est ce que nous dit Fischbach de ce que devrait faire le philosophe social. Je ne suis pas tout à fait convaincu que ce soit vraiment ce que fassent effectivement, dans les temps passés, les philosophes sociaux. Parce que si on regarde la démarche qu'adopte Marx, par exemple, je ne suis pas vraiment convaincu qu'il écrive des textes qui visent directement à ce que les opprimés prennent conscience de leur situation, de la façon dont ils devraient réformer leur langage, ce genre de choses. Ce serait, disons que là, il nous décrit peut-être plus un idéal de ce que devrait faire le philosophe social qu'une réalité de ce que font vraiment les philosophes sociaux. Mais bon, pourquoi pas? S'il pourrait aussi justifier que le philosophe social ait cette démarche et que le sociologue ne l'ait pas, ça pourrait être, si on était plus weberien, l'idée que le sociologue doit être quelqu'un qui décrit le monde social, qui l'analyse scientifiquement, mais pas qui prend parti, ou qui vise à avoir une démarche pratique pour mobiliser les gens ou les amener à réformer leurs moyens de penser. Tandis que la démarche que propose Fischbach, effectivement, on voit quelque chose de plus philosophique, parce qu'on imagine bien une sorte de Socrate qui aurait lu Fischbach et qui se baladerait dans les mouvements sociaux en expliquant aux gens: es-tu vraiment sûr qu'il est pertinent de penser le problème dans tel et tel terme? Que crois-tu dire en disant que le problème c'est, je sais pas moi, les élites? Est-ce que c'est bien d'avoir posé les causes de ta souffrance que de dire que tout le mal vient des élites? Ou une autre catégorie, vous voyez. Si on admet ce que je viens de dire, il y a aussi, et j'insiste sur cet aspect pragmatique ou immanent de la philosophie sociale au monde social lui-même, il y a en fait toutes sortes de gens qui font épisodiquement ou de temps à autre de la philosophie sociale sans se penser eux-mêmes comme des philosophes sociaux ou sans être des philosophes dans un sens plus général, ou au sens où ce seraient des gens qui s'intéresseraient un petit peu toutes les branches de la philosophie. Clairement pas. Mais de même qu'on peut tous avoir l'occasion de se poser des questions morales et de chercher des réponses, de produire des réponses, de même, probablement que épisodiquement dans notre vie sociale, on fait tous un peu de la philosophie sociale en fait. Donc ça pourrait être. Il y a une virtualité de la philosophie sociale qui ne se limite pas aux philosophes conscients de l'être, ou encore moins aux philosophes académiques reconnus comme l'étant, quoi. On est tous un peu philosophes. Le philosophe social ne serait donc pas quelqu'un qui vise à traduire le langage de la science dans le langage ordinaire, mais plutôt à faire le mouvement inverse qui consisterait à faire passer dans une conceptualité philosophique les problèmes dont parlent les acteurs du monde social ordinaire. En fait, quand les gilets jaunes se plaignent des taxes sur l'essence, est-ce qu'ils ne se plaignent pas fondamentalement d'une forme de non-reconnaissance sociale de leur contribution à la société de la part des pouvoirs publics? Et vous voyez qu'on est passé de quelque chose d'immédiatement formulé par les agents eux-mêmes à un niveau de conceptualité plus générale, qui pourrait d'ailleurs interpeller peut-être d'autres acteurs que ceux qui ont émis la critique ou la protestation au départ, et le philosophe social serait quelqu'un en fait qui fait monter en généralité une critique qui s'est développée localement autour d'un problème concret à tel endroit de la société, en fait. C'est évidemment ce type-là de rôle qu'il pourrait aussi avoir. Donc c'est très intéressant de voir qu'en fait il a plusieurs rôles possibles. Un rôle d'amélioration, d'éclaircissement de la pensée des acteurs qui sont aux prises avec ce qui les empêche dans les rapports sociaux
ou les institutions sociales de mener des bonnes vies, et puis un rôle comment pourrait-on dire ça, d'interpellation de la conscience publique d'une certaine façon, qui se rapprocherait du rôle de l'intellectuel, visant à faire valoir que ceux qui se constituent autour de telle ou telle lutte visent en fait à transformer des aspects problématiques du monde social qui ont un niveau de généralité tel que les acteurs eux-mêmes n'en sont pas forcément conscients et qu'ils doivent donc être retraduits dans des termes plus abstraits, plus généraux, plus spécifiques. En fait, les Gilets jaunes, ils sont un peu en lutte contre l'aliénation. Ouais, je vais très très vite parce que tout ça mériterait des développements beaucoup plus conséquents. Allez, j'ai presque fini. Donc, double rôle du philosophe social, hein, j'ai bien précisé comment il concevait cette activité. Alors à la fin, c'est une réflexion sur le rapport entre le philosophe social ou la philosophie sociale et la notion de social. Parce que finalement, j'en parle depuis le début de cet exposé, mais on n'a encore pas défini qu'est-ce qu'il fallait entendre par social, si ce n'est que j'ai bien précisé qu'on n'était ni du côté de l'individu pris isolément, ni du côté des institutions politiques considérées de manière abstraite et juridique. Alors, social est un mot qui, dans le dictionnaire Littré, qui est le dictionnaire qui faisait autorité à la fin du XIXe siècle, est défini de la manière suivante. Social se dit par opposition à politique des conditions qui, laissant en dehors la forme des gouvernements, se rapportent au développement intellectuel, moral et matériel des masses populaires. C'est déjà pas mal comme définition. Alors déjà, on voit bien qu'on ne parle plus tout à fait de la forme des constitutions, on n'est plus dans un juridisme constitutionnaliste. On parle des problèmes concrets de la société. Alors, cette définition, nous dit Franz Fischbach, elle est celle de Littré. Littré, c'est une des figures intellectuelles importantes des débuts de la Troisième République et de la fin du Second Empire. C'est l'auteur donc d'un grand dictionnaire qui fait autorité. C'est un disciple Littré sur le plan intellectuel d'Auguste Comte. Alors c'est intéressant parce que Auguste Comte, et on en reparlera dans la prochaine vidéo sur l'histoire et les précurseurs de la philosophie sociale, Auguste Comte lui-même a joué un rôle dans la formation de la philosophie sociale et même peut-être bien dans l'apparition du terme. Alors, ce sens du social recouvre donc l'ensemble des savoirs, des techniques et des pratiques qui sont mises en œuvre pour déterminer les conditions pouvant permettre aux couches inférieures de la population d'accéder à un développement physique, matériel, moral et intellectuel le plus proche possible de ce qu'on peut considérer comme normal dans une société donnée. Donc en fait, plus proche de la moyenne, plus proche des classes moyennes. Et en fait, ce sens-là du social, c'est le social de ce qu'on utilise couramment lorsque les gens vous disent qu'ils font du social, ou qu'ils travaillent dans les métiers du social. Comme par exemple ma mère qui est assistante sociale. Ma mère, tu vois, elle a passé toute sa carrière professionnelle à faire du social. Et faire du social, effectivement, c'est bien travailler à donner aux individus les moyens d'accéder à des conditions de développement physique, moraux, matériel et intellectuel les plus proches possibles de ce que serait une vie considérée comme normale. Donc à résoudre des problèmes sociaux. Alors qu'est-ce que c'est de dire qu'ils sont sociaux, ces problèmes, justement ? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas politiques dans le sens étroit et formel de quelles sont les institutions qu'il faut mettre en place, est-ce que c'est une république ou une monarchie. Effectivement, on voit bien que les problèmes sociaux, c'est pas ça. Les problèmes sociaux, c'est le tabagisme, c'est l'obésité, c'est les conditions de travail des gens, et ainsi de suite. La pollution de l'air, ou que sais-je. C'est la qualité de vie qui est l'objet, finalement, un petit peu de ces politiques sociales. Et ça, c'est quelque chose de très très nouveau historiquement. On aura l'occasion de reparler de la genèse de cette manière même de penser l'action des pouvoirs publics dans la mesure où c'est au pouvoir public de s'occuper du social, car ça n'a pas toujours été le cas, ça n'est toujours pas exclusif d'ailleurs. Les problèmes sociaux ne sont pas toujours pris en compte uniquement par l'État. On en revient à ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait qu'il ne faut pas limiter la politisation du social justement ou à l'intervention des pouvoirs publics. Et en fait, ce que nous dit Fischbach, c'est qu'il y a une ambiguïté, parce que quand le philosophe social parle de
son objet, quoi, hein, de ce qu'il y a à faire dans le monde social, c'est pas strictement en ce sens spécifique que je viens de mentionner qu'il faut prendre le terme de social. Le social du philosophe social, de même manière que le social du sociologue ou du chercheur en sciences sociales, n'est pas strictement et exclusivement le social des politiques publiques à finalité sociale, c'est-à-dire à finalité de bien-être et de développement des individus. Le social dont parle le philosophe social, c'est le monde social, et c'est donc quelque chose de tout à fait beaucoup plus large. Parce que le monde social, il existe dès qu'il y a une société humaine, tandis que les politiques publiques sociales, elles existent en gros qu'à partir de la fin du XIXe siècle, hein, sauf quelques exceptions. Donc, qu'est-ce qu'entend le philosophe social quand il parle du social? Fischbach nous dit que par social, il entend plutôt ce que Durkheim appelait l'ordre social. Alors, c'est quoi la société ou l'ordre social? Eh bien, c'est un ordre de phénomènes sui generis, c'est-à-dire que la société ne se réduit pas à n'importe quelle autre classe de phénomènes. La société, ce n'est pas un ensemble de faits psychiques qu'étudierait un psychologue. La société, ce n'est pas un ensemble de faits physiques ou biologiques qu'étudierait un spécialiste de sciences naturelles. La société, c'est un certain genre de réalité ontologiquement à part, en continuité, comme ça a été bien précisé préalablement avec les autres ordres de réalité, le physique, le biologique et le psychique, en continuité et même, pourrait-on dire, dépendant de l'existence de ces strates d'existence, parce que si on n'a pas des êtres physiques, vivants, dotés d'un psychique et capables d'interaction sociale, on ne va pas avoir de société. Hein. Donc c'est un niveau émergent de l'être, hein, si on emploie des grandes formules philosophiques. La société, le social, c'est ce domaine-là de réalité qui est à la fois l'objet des sciences sociales, mais aussi l'objet que travaille le philosophe social quand il se demande « mais qu'est-ce qui n'y va pas bien dans cet ordre social justement ?» Donc c'est un ordre de phénomènes dont on n'a aucune chance de connaître leur spécificité propre si on les confond d'emblée avec les phénomènes politiques, mais j'aurais volontiers dit qu'on ne risque pas de comprendre non plus ce que c'est que la société si on essaie de la réduire à du biologique. Ce sera certainement l'objet d'un exposé ultérieur. Ou à n'importe quel autre ordre de problème d'ailleurs. La société n'est pas réductible à des faits psychiques, quand même les faits psychiques seraient une condition d'existence, mais une parmi d'autres d'ailleurs, de la société. Et on ne risque pas de comprendre ce que c'est que le social si on le ramène à des phénomènes politiques, au sens de partis politiques, d'institutions politiques, de lois, de législation, d'administrations publiques qui font des politiques publiques. Ou si on applique au problème que cherche à comprendre le philosophe social une conceptualité élaborée originairement pour des phénomènes politiques. Par exemple, et elle attaque le contractualisme, lorsqu'on tente d'expliquer le social à partir d'une théorie du contrat entre individus, alors que les termes mêmes de contrat, les concepts mêmes de contrat et d'individu sont justement des résultats et des produits d'une certaine évolution du social. Toutes les sociétés ne se pensent pas, en tout cas pas au même degré, comme composées d'individus. Typiquement, les sociétés traditionnelles ne sont pas composées d'individus, ou en tout cas pas au sens social du terme, justement. Évidemment, au sens physique, il y a des humains qui les composent, mais elles sont beaucoup moins individualistes que les sociétés modernes. Les sociétés n'ont pas toutes des institutions contractuelles, et poser que la société se constitue à partir d'un échange, d'un contrat passé entre des individus isolés, rationnels, conscients de leurs intérêts et instituant la société dans l'idée que c'est favorable à leurs intérêts, est un modèle anthropologique qui n'est pas sérieusement défendu depuis la fin du XVIIIe siècle, dès l'époque des Lumières, pour ceux de ces penseurs qui défendaient une telle théorie. Le modèle de société dont part le philosophe social n'est pas contractualiste. Ça a toutes sortes d'implications que je ne pourrais pas forcément détailler ici. De toute façon, j'aurai sûrement l'occasion de faire des exposés ultérieurs, un sur l'histoire du contractualisme, deux sur l'histoire de l'affirmation de l'individu dans les sociétés humaines. Bref, il ne faut pas prendre le social au sens limité qui a été donné, et il ne faut pas essayer d'expliquer le social avec des concepts qui viennent d'une autre sphère et qui ne sont pas bien adaptés à cet ordre-là de problèmes. Le secteur social, donc le secteur des gens qui font du social, qui travaillent dans des politiques sociales, etc., constitue, selon Gilles Deleuze, un secteur bizarre de formation récente, d'importance grandissante, et effectivement, comme je l'ai dit, ce secteur des politiques sociales il est apparu surtout dans la société occidentale
post-féodale, post-société traditionnelle, post-petite société de village isolé, autosuffisant, c'est quelque chose qui devient un phénomène de masse à la fin du XIXe siècle. En réponse, justement, on va y venir à la question sociale, c'est-à-dire la déstructuration vécue par les sociétés européennes au XIXe siècle avec la mise en place du capitalisme industriel, auquel les politiques sociales sont très largement des réponses. Le social en ce sens limité, donc pas au sens de le monde social ou la société dans son ensemble, le social c'est un champ de réponse à des problèmes qui naissent de la sphère de la production marchande, donc du capitalisme, des problèmes dits sociaux qui sont des problèmes qui nécessitent une intervention de l'État qui soit de nature palliative ou corrective. Il s'agit de soigner en quelque sorte une société cassée ou détraquée par l'extension du marché et du capital. Le social, dans ce sens-là, désigne moins un ordre spécifique de phénomènes qu'un registre particulier de problèmes à résoudre, ce à quoi on a donné au XIXe siècle le nom classique de question sociale. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire des masses de populations de travailleurs qui sont pauvres et qui sont soumis à toutes sortes de pathologies sociales, justement. Allô? Oui, je fais des remarques conclusives. D'accord. Il me reste 2 paragraphes et j'ai fini. Donc, remarque conclusive. Non, c'est juste que tu as... Oui, je finis, merci. Donc, remarque conclusive, si on admet le modèle anthropologique que présuppose le philosophe social, donc l'homme est un être social, un être de besoin, un être relationnel, un être vulnérable, qui constitue son autonomie, mais toujours comme un acquis sur fond d'une dépendance fondamentale vis-à-vis d'autrui. Si on admet que les qualités de l'existence d'un individu est déterminée par des conditions qui dépassent justement ses possibilités et qui lui sont données ou pas par le fonctionnement et l'organisation de la société, alors la critique sociale émerge presque naturellement au moment où est fait le constat que la société ne met pas à disposition les conditions qui peuvent permettre au plus grand nombre d'individus de mener la vie bonne. C'est-à-dire que puisque ce que je suis est constitué par la société, puisque je suis un être constitué par la société, si je ne vis pas une bonne vie, c'est parce que la société m'a mis dans des conditions qui font que je ne vis pas une bonne vie. En fait. Ça ne peut pas venir d'autre chose, ou alors seulement de manière partielle, mais il faudrait montrer que ça suppose une conception du sujet qui n'est ni celle de Fischbach, ni celle des gens qui le critiquent, mais qui sera encore tierce. Donc la revendication faite à la société d'une transformation des conditions sociales de l'existence se fait sur fond d'une prise de conscience que l'individu est redevable ou dépendant de cette société pour ses conditions d'existence elles-mêmes. Il y a une intrication entre le fondement de la critique et l'anthropologie qu'elle présuppose. Si des conditions sociales et historiquement déterminées dans lesquelles les individus vivent et font leur choix, si ce sont des conditions sociales qui déterminent la façon dont les individus font leur choix et se règlent sur telle et telle fin, alors on tient là la raison fondamentale pour laquelle ces individus sont également en droit d'attendre de cette même société qui décide dans une large mesure du contenu de ce qu'ils peuvent considérer comme une vie bonne, qu'elle rassemble aussi en elle les conditions sociales qui peuvent leur permettre de réaliser les attentes d'accomplissement qui sont contenues dans leur modèle de la vie bonne. Alors dans ce passage particulièrement technique, Fischbach nous dit que ce que nous concevons comme étant une bonne vie, et donc ce à partir de quoi nos attentes d'une vie réussie ou d'une vie ratée seront ce à partir de quoi nos attentes de ce que c'est qu'une vie réussie ou qu'une vie ratée va être constituée, est de nature profondément sociale. Alors, je vais prendre un exemple caricatural, mais pour aller vite parce que je fatigue. Si je suis dans une société qui définit comme une vie réussie le fait d'avoir un iPhone 6, si j'ai pas d'iPhone 6, j'ai raté ma vie en fait. Ou ça, ce serait la version vraiment vulgaire de cette conception. Si t'as pas la Rolex à 50 ans, t'as raté ta vie, etc. Donc, dans la mesure où la société façonne la compréhension que nous avons de ce que c'est qu'une vie bonne, elle est responsable du fait qu'on est frustré si on n'a pas ce qu'elle nous dit qu'on devrait avoir. Ou si on n'a pas réussi la vie qu'on devrait avoir réussi. Surtout quand on dit qu'on a tout pour réussir, et ainsi de suite. On nie justement les déterminations sociales de cette réussite. Donc là, ce que nous dit Fischbach, c'est que
la revendication faite de la transformation des conditions sociales se fait sur fond du fait que la société décide dans une large mesure de ce qu'on est en droit de considérer comme étant une vie bonne. La société façonne l'individu est donc en droit de lui demander des comptes sur la façon dont elle l'a façonné. Moi, je ne serais pas forcément totalement convaincu par cette réflexion, au sens où ça viole la loi de Hume, si vous connaissez le principe. Hein. Ce n'est pas parce que la société me façonne que ça fonde un droit quelconque. En tout cas, ça ne semble pas être une justification suffisante, sauf si on a une manière de répondre au problème de la loi de Hume, du passage des faits aux valeurs, et voilà, il y a un état de fait, j'ai été façonné par la société, en quoi ça fonde un droit, à savoir que je peux lui réclamer quelque chose. Cependant, si on ne prend pas cette proposition dans un sens purement moral, mais comme une sorte de proposition descriptive, on ne peut pas s'étonner qu'une société qui dise aux individus qu'il faut qu'ils aient un iPhone 6 soit confrontée à des gens en colère qui volent des iPhone 6 dans des émeutes. Tu vois. Je prends vraiment un exemple super caricatural parce que je fatigue. Ce que je veux dire, au-delà des exemples qui sont peut-être un peu bancals, c'est que y a une intrication entre les attentes que produit la société et ce qu'on peut s'attendre à ce que les individus veuillent transformer dans cette société en fonction des attentes qu'elle a elle-même produites. C'est une proposition qui est purement, là je l'ai réduit à une proposition purement descriptive, sans valeur morale, parce que j'ai un petit peu plus l'énergie de montrer comment on pourrait insérer une telle proposition dans une chaîne de raisons normatives qui justifierait en quoi les individus sont en droit de réclamer à la société une quelconque réorganisation des conditions dans lesquelles ils vivent. Ce faisant, moi je me contenterai de dire qu'on n'a même pas besoin de souligner que la société façonne les préférences des individus pour dire que si la société ne satisfait pas à ce que les individus veulent nécessairement, en fait, comme étant ce qui va leur permettre de mener une bonne vie, il est logique et justifiable de vouloir transformer ces conditions, parce qu'en fait on ne peut pas ne pas vouloir mener une bonne vie. Donc, le fondement de la critique, c'est tout simplement l'aspiration naturelle des êtres humains à leur propre épanouissement, quand même, moi je le défendrais sur une base de philosophie d'aspiration un petit peu aristotélicienne, quoi. Ou en tout cas épicurienne, ou d'une forme de démonisme téléologique. On veut mener de bonnes vies, si les conditions sociales nous en empêchent, on voudra forcément, nécessairement transformer ces conditions. C'est pourquoi la philosophie sociale enrichit notre manière de penser les problèmes politiques, parce qu'elle nous amène à chercher ce qui fait obstacle à ce que les individus seraient en droit d'attendre pour mener de bonnes vies. C'est donc d'une certaine manière quelque chose que je trouve très complémentaire de la démarche qui nous est proposée par la philosophie politique de Frank Lovett, pour ceux qui suivent un petit peu ma chaîne et qui ont vu ma vidéo précédente, dans laquelle je mène une critique du libéralisme. Car Lovett nous dit que les bons régimes politiques doivent garantir aux individus les conditions de leur vie bonne, la liste de ces conditions est potentiellement changeante et infinie, la démarche du philosophe social a le mérite, me semble-t-il, de mettre en évidence certains des problèmes, c'est-à-dire certains des états de fait qui empêchent que certaines de ces conditions de la vie bonne soient atteignables par les individus, et que potentiellement ça pourrait amener à vouloir transformer ces conditions par des moyens justement politiques. Donc je trouve qu'il y a une très forte complémentarité entre la philosophie politique pluraliste que je défends et le fait d'inclure comme méthode d'éclaircissement des problèmes justement une démarche de philosophie sociale. Voilà, j'ai beaucoup abusé de votre patience, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous avez des questions, et puis on se retrouvera prochainement pour la deuxième partie de cette présentation, où je ferai une simple exposé de la genèse historique de la philosophie sociale, comment est-ce que c'est apparu, quels sont les auteurs ou les courants de pensée qu'on peut considérer comme précurseurs en ce domaine. On se retrouve très vite, rejoignez-nous sur la Cité Libre si vous voulez en discuter, cher public, et à bientôt.